Ou tu signes ça, ou tu dors dans la rue. Ma belle-fille a prononcé ces mots sans ciller. Ses yeux étaient froids, calculateurs, comme si elle parlait de jeter un vieux meuble encombrant. Je m'appelle Aymar de Rochegarde. J'ai 61 ans. Et ce soir-là, dans le salon de ma propre maison, j'ai compris qu'un dîner pouvait briser toute une vie. Mais pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là, je dois d'abord vous ramener en arrière, pas très loin. Juste assez pour que vous voyiez comment j'en suis arrivée là. Il y a 5 ans, j'ai perdu mon mari, Édouard. Un accident de voiture, brutal, inattendu. Le genre de nouvelle qui vous réveille à 3 heures du matin avec 2 gendarmes à la porte qui baissent les yeux avant même de parler. Nous avions construit notre vie ensemble, pierre après pierre. Cette maison de 3 étages dans le 16e arrondissement, c'est moi qui l'avais achetée, avec mon travail, mes économies, ma sueur. Édouard dirigeait une petite entreprise d'import-export. Moi, j'étais expert comptable dans un cabinet réputé. Nous formions une équipe solide. La maison était à mon nom, uniquement à mon nom. Une décision pratique prise des années plus tôt pour des raisons fiscales. Édouard n'y avait jamais vu de problème. Nous étions mariés depuis 32 ans. Qu'est-ce qu'un nom sur un papier quand on partage tout? Après sa mort, je me suis effondrée. Pas devant les gens. Jamais devant les gens. Mais le soir, seule dans notre chambre, je regardais son côté du lit et je me disais que la moitié de moi était partie avec lui. Mon fils unique, Ganelon, est venu habiter avec moi pendant quelques semaines. Il avait 34 ans à l'époque. Il travaillait dans la finance, costume sur mesure, ambition dévorante. Il ressemblait tellement à son père physiquement. Les mêmes épaules carrées, le même front haut, mais pas le même cœur. Ça, je ne l'ai compris que plus tard. « Maman, tu ne peux pas rester seule ici », me répétait-il. « Cette maison est trop grande. Tu vas te perdre dedans. » Je hochais la tête, incapable de répondre. Le chagrin m'avait volé mes mots. Il est reparti au bout de 3 semaines. Je suis restée seule avec mes souvenirs, mes albums photos et cette sensation de vide qui ne partait jamais complètement. Jocelyne est entrée dans nos vies 2 ans après la mort d'Édouard. Elle était belle, très belle. 29 ans, des cheveux blonds coupés au carré, un sourire qui semblait dessiné pour les magazines. Elle travaillait dans le marketing digital, disait-elle. Ses réseaux sociaux débordaient de photos parfaites dans des restaurants chics, des citations inspirantes sur le succès et l'ambition. Quand Ganelon me l'a présentée, elle m'a embrassée sur les 2 joues avec une chaleur qui m'a surprise. « Madame Rochegarde, Ganelon m'a tellement parlé de vous. Je suis honorée de vous rencontrer enfin. » Elle avait cette façon de parler qui sonnait sincère, presque trop sincère, maintenant que j'y repense. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Une cérémonie élégante dans un château de la vallée de la Loire. J'ai payé une bonne partie des frais. Ganelon gagnait bien sa vie, mais Jocelyne voulait quelque chose d'inoubliable. Je ne pouvais rien refuser à mon fils. C'était mon unique enfant, le dernier lien vivant avec Édouard. Le jour du mariage, Jocelyne portait une robe blanche qui devait coûter plus que certaines voitures. Elle rayonnait. Ganelon la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. J'ai versé quelques larmes pendant la cérémonie. Des larmes heureuses, pensais-je. Mon fils construisait sa vie. Il serait heureux. C'est tout ce qu'une mère peut souhaiter, n'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Jocelyne pendant qu'elle prononçait ses vœux. Quelque chose de dur, caché sous le vernis du sourire parfait. Je n'y ai pas prêté attention ce jour-là. J'aurais dû. Les premiers mois après leur mariage, tout semblait normal. Ils venaient dîner chez moi le dimanche. Jocelyne apportait toujours un bouquet de fleurs, complimentait ma cuisine, riait au bon moment. Elle me posait des questions sur mon travail passé, sur mes années avec Édouard, sur la façon dont j'avais acheté la maison, surtout sur la maison. « Cette bâtisse est magnifique, belle maman », disait-elle, en caressant la rampe d'escalier en chêne massif. « Vous avez un goût exquis. Et quel quartier! On ne trouve plus rien de comparable dans le 16e. »« C'est vrai, » ajoutait Ganelon. « Tu as fait un excellent investissement, maman. » Je souriais, flatté. Ils avaient raison. La maison avait pris énormément de valeur au fil des années. Le quartier était devenu l'un des plus prisés de Paris. Mais pourquoi ces questions revenaient-elles si souvent? 1 an après leur mariage, les choses ont commencé à changer. Subtilement d'abord, presque imperceptiblement. Jocelyne a commencé à faire des remarques sur mon âge. « Belle maman, vous ne trouvez pas cette maison un peu lourde à entretenir à votre âge? 60 ans, c'est le moment de profiter de la vie, non? De voyager, de vous simplifier l'existence. Vous ne vous sentez jamais seul ici, dans tous ces étages. » Ganelon approuvait en silence, le regard ailleurs.
Je répondais poliment que j'allais bien, que j'aimais ma maison, que je n'avais aucune intention de déménager. Mais ces phrases s'insinuaient en moi comme des gouttes d'eau sur une pierre, patientes, persistantes. Puis sont venues les suggestions. Et si vous veniez habiter avec nous? On a un grand appartement dans le 7e. Vous auriez votre propre chambre. Car on pourrait mettre la maison en location. Imaginez les revenus que ça générerait. Vous pourriez vivre confortablement sans vous soucier de rien. Ou alors, pourquoi ne pas la vendre? Vous auriez un capital magnifique pour vos vieux jours. Mes vieux jours. Comme si j'étais déjà au bord de la tombe. J'ai refusé. Poliment, mais fermement. Cette maison est tout ce qui me reste d'Édouard. Je ne la quitterai pas. Jocelyne a souri, ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Bien sûr, belle maman, je comprends. C'est votre décision. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Une tension imperceptible s'était installée. Les dimanches sont devenus plus espacés. Une fois par mois, puis tous les 2 mois. Quand je téléphonais à Ganelon, il était toujours occupé. Des réunions, des voyages d'affaires, des obligations. Je te rappelle, maman. Il ne rappelait presque jamais. Jocelyne ne répondait plus à mes messages. Je me suis dit que c'était normal. Les jeunes couples ont besoin de leur espace. Ils construisaient leur vie. Je ne voulais pas être cette belle-mère envahissante dont tout le monde se plaint. Alors je me suis tue. Je suis restée seule dans ma grande maison du 16e arrondissement, avec mes souvenirs qui devenaient de plus en plus flous et ce silence qui devenait de plus en plus lourd. Et puis, il y a 3 jours, Ganelon a téléphoné. « Maman, on peut passer ce soir ? On a quelque chose d'important à te dire. » Mon cœur a bondi. Peut-être une bonne nouvelle, un bébé en route, une réconciliation. J'ai préparé leur plat préféré. Un bœuf bourguignon mijoté pendant des heures, avec des pommes de terre fondantes et des carottes glacées. J'ai mis la table dans la salle à manger, la belle nappe brodée, les verres en cristal hérités de ma grand-mère, les bougies. Ils sont arrivés à 19h précises. Jocelyne portait un tailleur noir strict. Ganelon avait son visage des jours difficiles. Celui qui l'affichait avant de licencier quelqu'un au bureau, m'avait-il confié un jour. Ils ont à peine touché au repas. « C'est délicieux, maman », a murmuré Ganelon sans me regarder. Jocelyne fixait son assiette comme si elle contenait du poison. Après le dessert, une tarte tatin que personne n'a terminée, nous sommes passés au salon. C'est là que Jocelyne a posé une enveloppe épaisse sur la table basse en verre. « Belle maman, nous devons parler de votre avenir. » Son ton était celui d'une négociatrice professionnelle, froid, précis, calculé. Vous vieillissez. Cette maison est beaucoup trop grande pour vous. Vous pourriez tomber dans l'escalier, avoir un problème de santé. Vous retrouvez seul, incapable d'appeler à l'aide. Nous nous inquiétons pour vous, a ajouté Ganelon avec une douceur forcée qui m'a brisé le cœur. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Jocelyne a continué. Nous avons consulté un notaire. Il a préparé une procuration. Elle a tapé du doigt sur l'enveloppe. Si vous signez ce document, tous vos biens, la maison, vos comptes bancaires, vos placements, seront transférés sous mon nom, pour votre protection. Le mot « protection » sonnait comme une menace déguisée. Je m'occuperai de tout, a-t-elle poursuivi. Vous n'aurez plus à vous soucier des factures, des impôts, de l'entretien. Vous pourrez vieillir en paix. J'ai regardé mon fils, mon unique enfant. Le garçon que j'avais porté, nourri, élevé, aimé inconditionnellement. Ganelon, il a baissé les yeux. « Maman, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas rester seule ici. Et si quelque chose t'arrivait, on ne serait même pas là pour t'aider. »« Je vais très bien, » ai-je dit d'une voix qui tremblait malgré moi. « Je n'ai que 61 ans. Je ne suis pas sénile. »« Personne ne dit que vous êtes sénile, » a coupé Jocelyne avec un sourire pincé. « Mais les choses peuvent changer rapidement à votre âge, à mon âge, encore. Et si je refuse ?» ai-je demandé. Le silence qui a suivi était glacial. Jocelyne s'est levée. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans compassion, sans humanité. Ou tu signes ça, ou tu dors dans la rue. Mon sang s'est figé dans mes veines. Ganelon n'a pas protesté. Il s'est contenté de hocher la tête. Passe tout à ma femme, maman. C'est la meilleure solution. Ou, il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le message était clair. J'ai regardé ces 2 personnes assises dans mon salon, dans la maison que j'avais achetée avec mon travail, dans le foyer où j'avais élevé mon fils, où j'avais pleuré mon mari, et j'ai compris que je ne les connaissais pas, ou peut-être que je ne les avais jamais vraiment connus. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblaient, mais ma voix était calme. Non, un seul mot, simple, définitif. Jocelyne a écarquillé les yeux, surprise que j'ose refuser. « Pardon ?» J'ai dit non, je ne signerai rien, cette maison est à moi, elle le restera. Ganelon s'est levé à son tour.
les mâchoires serrées. « Maman, ne sois pas stupide. On essaie de t'aider. M'aider à quoi? À tout perdre? Tu ne perds rien, a aboyé Jocelyne. On te protège de toi-même. Sortez de chez moi. » Ma voix était étrangement stable, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. « Quoi ?» a craché Jocelyne. « Sortez, maintenant !» Ganelon a fait un pas vers moi. Son visage était dur, méconnaissable. « Très bien, maman. Si c'est comme ça que tu veux jouer, ne viens pas pleurer quand tu seras seule et oubliée de tous. » Ils ont quitté la maison en claquant la porte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, peut-être 1 heure, je ne sais plus. Puis, je suis montée dans ma chambre. J'ai sorti une valise du placard. J'y ai mis quelques vêtements, mes papiers importants, la photo de mariage d'Édouard et moi. Je ne savais pas où j'allais. Mais je savais une chose avec une clarté absolue. Je n'allais pas me laisser dépouiller de tout ce que j'avais construit. Pas par mon propre fils, pas par cette femme qui avait transformé mon enfant en étranger. Avant de partir, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai téléphoné à maître Benoît Deschamps, mon notaire depuis 15 ans. Un homme rigoureux et discret qui avait géré tous mes documents importants depuis la mort d'Édouard. Il était 22h30. Je ne savais même pas s'il répondrait. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Madame Rochegarde, tout va bien ?»« Non, maître, tout ne va pas bien. J'ai besoin de vous, maintenant. » Ma voix devait trahir quelque chose de grave, car il n'a pas hésité. « Je vous écoute. » Je lui ai tout raconté. L'ultimatum, la procuration, les menaces déguisées, le silence de mon fils. Quand j'ai terminé, maître Deschamps a poussé un long soupir. « Madame Rochegarde, puis-je vous poser une question très directe ? Oui. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout ? Parce que ce que je vais vous proposer changera tout. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. » J'ai regardé autour de moi, le salon où j'avais fêté les anniversaires de Ganelon, la cuisine où Édouard m'embrassait le matin en buvant son café, les murs qui contenaient 30 ans de ma vie. « Oui, » ai-je murmuré, « je suis prête. Alors écoutez-moi attentivement. Demain matin, à 9h, je serai devant chez vous avec un huissier de justice. Nous avons des choses à régler. Que dois-je faire? Rien. Juste être là, et avoir le courage de ne pas fléchir. Je l'aurai. Bien. À demain, Madame Rochegarde. » Il a raccroché. J'ai posé ma valise près de la porte d'entrée. J'ai éteint toutes les lumières. Et je suis sortie de ma propre maison comme une voleuse. J'ai marché dans les rues du 16e arrondissement pendant 1 heure, peut-être 2. Les réverbères dessinaient des ombres longues sur les trottoirs. Paris dormait, indifférent à mon chagrin. J'ai fini par m'asseoir sur un banc face à la Seine. L'eau noire coulait en silence, emportant avec elle les reflets tremblants des lumières de la ville. Je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Comment mon fils, mon petit garçon qui me serrait la main en traversant la rue, était devenu cet homme capable de me jeter dehors. Mais au fond de moi, sous la douleur, quelque chose d'autre grandissait, quelque chose de froid, de lucide, de résolu. Demain matin, il comprendrait. Demain matin, il saurait qui était vraiment Aymar de Rochegarde. Et vous, avez-vous déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance, quelqu'un que vous aimiez plus que tout au monde? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. J'ai fini par rentrer chez moi vers 4h du matin. La maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le fauteuil du salon, celui où Édouard lisait son journal chaque dimanche matin. J'ai regardé les premières lueurs de l'aube filtrer à travers les rideaux, transformant les ombres en formes reconnaissables. Et pendant ces heures interminables, j'ai repensé à tout, à comment j'en étais arrivée là, à tous les signes que j'avais ignorés, parce qu'il y en avait eu. Bien sûr qu'il y en avait eu. Ganelon n'avait pas toujours été comme ça. Quand il était petit, c'était un enfant doux, peut-être trop doux. Il pleurait facilement, s'attachait aux gens avec une intensité qui m'inquiétait parfois. Quand son poisson rouge était mort, il avait 8 ans. Il avait refusé de manger pendant 2 jours. « Maman, pourquoi tout le monde part ?» m'avait-il demandé avec des yeux rouges. Je l'avais serré contre moi, ne sachant pas quoi répondre. Édouard, lui, voulait en faire un homme, un vrai. « Il pleure trop », disait-il. À son âge, je ne pleurais jamais. Il a 8 ans, Édouard. Laisse-le être un enfant. Mais Édouard insistait. Il l'emmenait à des matchs de rugby, l'inscrivait à des clubs de sport, le poussait à être plus dur, plus fort, plus compétitif. Ganelon essayait. De toutes ses forces, il essayait de correspondre à l'image que son père avait de lui. Petit à petit, j'ai vu la douceur s'effacer.
remplacé par quelque chose d'autre. Une carapace, une ambition froide, un besoin constant de prouver sa valeur. À 13 ans, il ne pleurait plus jamais. À 17 ans, il parlait déjà de devenir riche, très riche. Je veux une grande maison, maman. Comme la nôtre, mais en plus grand. Je veux que personne ne puisse me regarder de haut. J'aurais dû m'inquiéter de cette obsession. Mais j'étais fière. Mon fils était ambitieux, intelligent, brillant. Il a intégré une grande école de commerce. Il a décroché un stage dans une banque d'affaires prestigieuse. À 25 ans, il gagnait déjà plus que moi. Édouard rayonnait de fierté. « Tu vois, Aymard, notre fils est une réussite. » Oui, une réussite. Mais à quel prix? Les relations de Ganelon avec les femmes ont toujours été étranges. Il en changeait souvent. Toutes étaient belles, élégantes, cultivées. Il les présentait comme des trophées. Voici Amélie, elle travaille chez Chanel. Voici Sophia, elle est avocate. Voici Céline, elle vient d'une famille du Neuilly. Jamais voici la femme que j'aime. Toujours une étiquette, une fonction, un statut. Ces relations ne duraient jamais plus de quelques mois. Ganelon se lassait vite, ou alors c'était elle qui partait, probablement épuisée par son besoin constant d'admiration. Édouard trouvait ça normal. Il cherche la bonne. C'est bien qu'il ne se précipite pas. Moi, je voyais autre chose, un vide, une incapacité à vraiment aimer quelqu'un. Mais je me disais que ça viendrait, avec le temps, avec la maturité. Quand il rencontrerait la bonne personne, tout changerait. Puis Édouard est mort. L'accident s'est produit un vendredi soir de novembre, il y a 5 ans. Il rentrait d'un dîner d'affaires. La route était mouillée. Un camion a brûlé un feu rouge à un carrefour près de Versailles. Édouard n'a rien pu faire. Les gendarmes m'ont dit qu'il était mort sur le coup, qu'il n'avait pas souffert. Je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était juste quelque chose qu'on dit pour réconforter les veuves. Ganelon était en déplacement à Londres quand c'est arrivé. Il est rentré le lendemain, costume froissé, visage fermé. Il ne pleurait pas une larme, pas même pendant les funérailles. Il se tenait droit près du cercueil, les mâchoires serrées, les mains dans les poches. Les gens chuchotaient qu'il était fort, qu'il gardait sa dignité pour moi. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais un homme qui calculait déjà, qui mesurait, qui évaluait. Après l'enterrement, alors que les invités étaient encore là, Ganelon m'a prise à part. « Maman, il faut qu'on parle de la succession. » « Ganelon, pas maintenant. Ton père est mort il y a 3 jours. Justement, il faut qu'on règle ça rapidement. Les impôts, les comptes, tout ça. » J'ai eu envie de le gifler, mais j'étais trop fatiguée, trop brisée. « Maître Deschamps s'occupe de tout, » ai-je murmuré. « Ne t'inquiète pas. » Il a hoché la tête, apparemment satisfait. Plus tard, j'ai appris par le notaire que Ganelon l'avait contacté directement pour connaître les détails du testament d'Édouard. Il voulait savoir ce qu'il héritait, m'a expliqué Maître Deschamps avec un certain malaise. Édouard avait laissé quelques placements financiers et l'entreprise. Ganelon a hérité de l'entreprise, qu'il a vendue 6 mois plus tard pour une somme confortable. Moi, j'ai gardé la maison, mes économies, mon indépendance. Ganelon ne m'a jamais demandé comment j'allais financièrement. Il supposait simplement que j'allais bien, ou peut-être que ça ne l'intéressait pas. Les 2 années qui ont suivi la mort d'Édouard ont été les plus difficiles de ma vie. Je continuais à travailler, mais mon cœur n'y était plus. Les chiffres que j'alignais dans les bilans comptables me semblaient absurdes. À quoi bon calculer des profits et des pertes quand on a tout perdu soi-même? J'ai pris ma retraite à 59 ans. 2 ans plus tôt que prévu. J'avais besoin de silence, d'espace, de temps pour comprendre qui j'étais sans Édouard. Ganelon venait me voir de temps en temps. Pas souvent. 1 fois par mois peut-être. Il parlait de son travail, de ses bonus, de ses voyages à Dubaï, à New York, à Singapour. Il ne me demandait jamais comment je dormais, si les nuits étaient moins longues, si le vide dans mon lit était toujours aussi insupportable. Un jour, je lui ai dit « Tu sais, Ganelon, parfois j'aimerais juste que tu me demandes comment je vais. Vraiment. » Il a eu l'air surpris, presque offensé. « Mais je te le demande, maman, à chaque fois. »« Non, tu dis « ça va ?» comme on dit « bonjour ». Mais tu n'écoutes jamais la réponse. » Il a ri. Un rire sec, sans joie. « Tu deviens sensible, maman. C'est normal après ce que tu as vécu. Mais tu verras, ça passera, ça passera. » Comme si le chagrin était une grippe. C'est pendant cette période-là qu'il a rencontré Jocelyne. Il me l'a annoncé un dimanche après-midi en vidéoconférence. Il était à Barcelone pour un séminaire. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur a bondi. Enfin, peut-être que l'amour le changerait, le ramènerait vers l'humanité qu'il semblait avoir perdue.
Elle s'appelle Jocelyne. Elle travaille dans le marketing digital. Elle est incroyable. Il m'a montré une photo. Une jeune femme blonde, souriante, dans une robe moulante, devant un coucher de soleil parfait. Le genre de photo qu'on voit dans les publicités pour les parfums de luxe. Elle est très belle, ai-je dit sincèrement, et intelligente, et ambitieuse. On a les mêmes objectifs dans la vie. Les mêmes objectifs. Pas « je l'aime », pas « elle me rend heureux ». Les mêmes objectifs. Mais j'ai souri. J'ai dit que j'avais hâte de la rencontrer. J'espérais qu'elle serait différente des autres. Qu'elle aurait de la profondeur, de la chaleur, qu'elle verrait quelque chose en Ganelon que moi, je ne voyais plus. Notre première rencontre a eu lieu 3 semaines plus tard. Ganelon l'a amenée déjeuner chez moi un samedi midi. J'avais préparé un pot-au-feu. Simple mais réconfortant. Le genre de plat qu'on fait pour accueillir quelqu'un dans sa famille. Jocelyne est arrivée en tailleur Chanel, talons aiguilles, sac à main Hermès. Elle m'a embrassé sur les 2 joues avec effusion. « Ah, Madame Rochegarde, enfin, Ganelon m'a tellement parlé de vous. Je suis si heureuse de vous rencontrer. » Son enthousiasme semblait sincère, presque trop. Elle a admiré la maison avec des exclamations enthousiastes. « Mon Dieu, quelle bâtisse magnifique! Et ce quartier, le 16e, vraiment, c'est un rêve. » Elle touchait tout. Les rideaux, les meubles, les cadres photos. « Cette photo, c'est vous et Monsieur Rochegarde? Vous étiez si beaux ensemble. »« Merci », ai-je murmuré, mal à l'aise. Pendant le repas, elle a parlé, beaucoup, de son travail, de ses clients prestigieux, de ses projets de développement d'une agence de communication. « J'ai toujours été entrepreneuriale », disait-elle en riant. « Même petite, je vendais mes jouets à mes camarades de classe. » Ganelon la regardait avec adoration. J'essayais de trouver quelque chose de substantiel sous le vernis. Une vraie conversation, une vraie connexion. Mais tout ce qu'elle disait sonnait comme un discours de vente. À un moment, alors que Ganelon était aux toilettes, elle s'est penchée vers moi avec un sourire complice. « Vous savez, Madame Rochegarde, je vais prendre soin de votre fils. C'est un homme exceptionnel, il mérite le meilleur. »« J'en suis sûre, » ai-je répondu. Et cette maison, elle a regardé autour d'elle avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. « C'est vraiment un bijou. Vous avez beaucoup de chance. » Quelque chose dans sa voix m'a mise mal à l'aise. Mais je n'ai rien dit. Ganelon est revenu et la conversation a repris, légère et superficielle. Quand ils sont partis, Jocelyne m'a serré fort dans ses bras. « Merci pour ce merveilleux déjeuner, belle maman. J'espère qu'on va se voir souvent. » Belle maman. Ils n'étaient même pas encore fiancés. 2 mois plus tard, Ganelon m'a annoncé qu'ils allaient se marier. Pas de demande romantique, pas de genoux à terre. Juste une décision pragmatique. On a trouvé un château dans la vallée de la Loire. La date est fixée pour juin prochain. Ça te va? Bien sûr, ai-je dit, un peu étourdi par la rapidité de tout ça. Jocelyne veut quelque chose d'élégant, de mémorable. Ça va coûter un peu cher, mais bon, on ne se marie qu'une fois, non? Il a ri. J'ai souri, le cœur serré. Vous avez besoin d'aide financière? Il a hésité. Juste une fraction de seconde. Ce serait gentil, oui. Jocelyne a des goûts exigeants. Combien? 20 000 € peut-être? Pour couvrir la location du château et le traiteur. 20 000 €. C'était beaucoup. Mais c'était mon fils unique, son mariage. D'accord. Merci, maman. Tu es la meilleure. Il m'a embrassé sur le front, comme quand il était petit. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai retrouvé mon petit garçon. Le mariage a été somptueux. 150 invités. Un château du XVIIe siècle illuminé par des milliers de bougies. Un orchestre de jazz pour le cocktail. Un DJ pour la soirée. Jocelyne portait une robe signée par un grand couturier. Ganelon avait un smoking sur mesure. Ils étaient magnifiques. Pendant la cérémonie, Ganelon a lu des vœux qu'il avait écrits lui-même. « Jocelyne, tu es mon étoile, ma boussole, ma réussite. Pas mon amour, ma réussite. » Jocelyne a pleuré. De vraies larmes, apparemment. Elle a promis de l'honorer, de le soutenir, de construire un empire avec lui. Un empire. Les invités ont applaudi. Moi, j'étais assise au premier rang, seule, dans une robe bleu marine que j'avais achetée en solde. Édouard me manquait terriblement. Il aurait dû être là, à côté de moi, me tenir la main pendant que notre fils se mariait, mais il n'était plus là, et j'ai compris, ce jour-là, que j'étais vraiment seule. Après le mariage, les choses ont changé encore plus vite. Jocelyne est tombée enceinte, fausse alerte finalement. Un test positif qui s'est révélé être une erreur. Mais pendant 2 semaines, elle et Ganelon ont parlé de leur futur enfant, de l'héritage qu'ils allaient lui laisser, de la vie qu'ils allaient construire. « Il faudra penser à déménager », disait Jocelyne.
Notre appartement est trop petit pour une famille. On pourrait chercher une maison, répondait Ganelon. Quelque chose de grand, avec un jardin. Ils me regardaient alors, tous les deux, avec une insistance qui me mettait mal à l'aise. Ta maison est vraiment grande, maman, disait Ganelon. Beaucoup trop grande pour une seule personne, ajoutait Jocelyne. Je suis bien ici, répondais-je fermement. Bien sûr, disait Jocelyne avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Mais je voyais les rouages tourner dans sa tête. La fausse couche, ou plutôt l'absence de grossesse confirmée, a été un soulagement pour moi. Pas parce que je ne voulais pas de petits-enfants, mais parce que je voyais bien que Jocelyne n'était pas prête à être mère. Elle était trop centrée sur elle-même, trop calculatrice. Un enfant aurait été un accessoire pour elle, une pièce supplémentaire dans la vitrine parfaite de sa vie. Ganelon, lui, n'a montré aucune émotion quand ils ont appris que ce n'était qu'une fausse alerte. Ce n'était pas le bon moment de toute façon, a-t-il dit simplement. Pas de tristesse, pas de soulagement non plus. Juste, rien. C'est à ce moment-là que les visites ont commencé à s'espacer vraiment. Un dimanche par mois est devenu un dimanche tous les 2 mois, puis un dimanche par trimestre, puis presque plus rien. Quand j'appelais, Jocelyne répondait toujours que Ganelon était occupé, débordé, en réunion. Il vous rappellera, belle maman. Il ne rappelait jamais. J'ai essayé de ne pas être blessée, de me dire que c'était normal, que les jeunes couples ont besoin d'espace. Mais au fond de moi, je savais qu'elle l'éloignait de moi, lentement, méthodiquement, et il la laissait faire, ou peut-être qu'il était d'accord. Il y a 6 mois, j'ai reçu une carte d'anniversaire, pas un appel, pas une visite, une carte, avec un message imprimé. Joyeux anniversaire, maman. On pense à toi, Ganelon et Jocelyne. Même pas écrit à la main, imprimé. J'ai pleuré ce jour-là. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Parce que j'ai compris que j'avais perdu mon fils, pas à cause de la mort, à cause de quelque chose de pire, l'indifférence. Et puis, il y a 3 jours, il a appelé. « Maman, on peut passer ce soir? On a quelque chose d'important à te dire. » Mon cœur a bondi malgré tout. Peut-être qu'il voulait se réconcilier, repartir à zéro. Peut-être que Ganelon avait enfin compris. J'ai préparé leur plat préféré. J'ai mis la belle nappe. J'ai espéré. Quelle idiote j'étais. Assise dans mon fauteuil à 4 heures du matin, regardant l'aube se lever sur Paris, j'ai enfin compris. Je n'avais pas perdu mon fils à cause de Jocelyne. Je l'avais perdu bien avant. Peut-être même l'avais-je perdu le jour où Édouard avait décidé qu'il devait être dur, fort, impitoyable. Peut-être l'avais-je perdu le jour où il avait arrêté de pleurer. Ou peut-être ne l'avais-je jamais vraiment eu. À 9h moins 5, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Maître Benoît Deschamps se tenait sur le perron, attaché case à la main, costume 3 pièces impeccable. À côté de lui, un homme plus jeune en costume sombre portait une sacoche en cuir. L'huissier de justice. « Madame Rochegarde », a dit Maître Deschamps avec un petit sourire. « Êtes-vous prête ?» J'ai hoché la tête. Oui, j'étais prête. « Entrez, je vous en prie », ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, calme, posée, presque sereine. Maître Deschamps et l'huissier sont entrés dans le vestibule. Leurs pas résonnaient sur le parquet en chêne que j'avais fait cirer la semaine précédente, sans savoir que ce jour arriverait si vite. L'huissier, un homme d'une 40aine d'années, avec des lunettes fines et un visage impassible, a regardé autour de lui avec l'œil professionnel de quelqu'un qui évalue, mesure, catalogue. « Belle propriété », a-t-il murmuré. « Merci », ai-je répondu machinalement. Maître Deschamps a posé son attaché-case sur la console de l'entrée. Il m'a regardé avec une expression difficile à déchiffrer. Pas de la pitié, plutôt du respect. « Madame Rochegarde, avant que vos invités n'arrivent, je dois vous poser une dernière fois la question. Êtes-vous absolument certaine de vouloir procéder ainsi ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Oui, vous comprenez que cela signifie… » « Je comprends parfaitement ce que cela signifie, maître. Mon fils ne sera plus mon héritier. Ma sœur Marguerite le sera. C'est mon choix, mon droit. » Il a hoché lentement la tête. « Très bien. Dans ce cas, nous sommes prêts. Monsieur Lavigne, ici présent. » Il a désigné l'huissier. « Va constater officiellement la situation et délivrer l'ordre de départ. J'ai les documents nécessaires dans ma sacoche. Le Nouveau Testament a été rédigé cette nuit, selon vos instructions. Merci. » Ma voix ne tremblait pas. C'était étrange. J'aurais dû être terrifiée, bouleversée, déchirée, mais je me sentais vide. Non, pas vide, libérée. J'ai regardé l'horloge du salon. 9h10.
Ganelon et Jocelyne dormaient probablement encore dans leur appartement du 7e arrondissement. Ils ne se levaient jamais avant 10 heures le week-end, mais ils allaient se réveiller très vite. Ils ont probablement des clés, ai-je dit à Maître Deschamps. Il a souri légèrement. J'imagine. Mais légalement, ils n'ont aucun droit d'entrer dans cette propriété sans votre autorisation expresse. S'ils le font, ce sera considéré comme une violation de domicile. Ils ne le savent pas encore. Non, mais ils vont l'apprendre. J'ai préparé du café. Cela peut paraître absurde, faire du café alors que ma vie était sur le point de basculer définitivement. Mais c'était un geste familier, rassurant, quelque chose que je contrôlais dans un monde qui m'avait échappé depuis trop longtemps. Maître Deschamps a accepté une tasse, l'huissier aussi. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même salon où, quelques heures plus tôt, ma belle-fille m'avait menacé de me jeter à la rue. « Comment avez-vous fait pour tout préparer si vite ?» ai-je demandé. Maître Deschamps a bu une gorgée de café avant de répondre. J'ai appelé un confrère notaire qui me devait un service. Nous avons travaillé toute la nuit pour rédiger le Nouveau Testament. C'est exceptionnel, mais votre situation l'était aussi. Quant à Monsieur Lavigne, il était disponible ce matin. Une chance, ou peut-être le destin, a murmuré l'huissier avec un sourire en coin. Je ne croyais pas au destin. Mais ce matin-là, j'ai presque eu envie d'y croire. À 9h35, on a sonné à la porte. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Maître Deschamps s'est levé calmement. L'huissier a sorti un petit carnet noir de sa poche. « C'est le moment », a dit le notaire. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée, tous les trois. J'ai regardé à travers l'œilleton. Jocelyne, seule. Elle portait un jogging de luxe et des lunettes de soleil malgré le ciel gris de novembre. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval. Elle avait l'air décontractée, comme si elle venait juste récupérer quelque chose qui lui appartenait déjà. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, belle maman », a-t-elle dit avec un sourire satisfait. Son regard a glissé derrière moi et s'est figé en voyant Maître Deschamps et l'huissier. « Qui sont ces gens ?»« Bonjour, madame », a dit Maître Deschamps d'un ton professionnel et glacé. « Je suis Maître Benoît Deschamps, notaire de madame Rochegarde, et voici monsieur Christophe Lavigne, huissier de justice. » Le sourire de Jocelyne s'est évaporé. « Un huissier ? Pourquoi faire ? Puis-je entrer ?» a-t-elle demandé en faisant un pas en avant. « Non », ai-je dit fermement. Elle a écarquillé les yeux. « Pardon ? Vous ne pouvez pas entrer. Cette maison est à moi, et je ne vous autorise plus à y mettre les pieds. » Son visage s'est durci. Le masque de politesse est tombé en une fraction de seconde. « Où est Ganelon ?» ai-je demandé. « Il arrive, il se gare. » Comme sur commande, j'ai vu la voiture de mon fils, une BMW noire flambant neuve, se garer devant la maison. Ganelon en est sorti, costume décontracté, l'air confiant. Il a vu l'attroupement sur le perron et a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Maître Deschamps s'est avancé légèrement. « Monsieur Rochegarde, je présume ? Je suis le notaire de votre mère. Nous avons quelques documents à vous remettre. » Ganelon a regardé sa mère, puis le notaire, puis l'huissier. « Des documents ? Quels documents ? Puis-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» a demandé l'huissier avec une politesse bureaucratique implacable. Ganelon a hésité, puis a sorti son portefeuille. L'huissier a noté quelque chose dans son carnet. « Monsieur Ganelon Rochegarde, né le 14 mars 1990, domicilié rue de Varennes, Paris 7e arrondissement. C'est bien cela ? » « Oui, mais qu'est-ce que… » « Parfait. Monsieur Lavigne, vous pouvez procéder, » a dit Maître Deschamps. L'huissier a sorti une enveloppe cachetée de sa sacoche. « Monsieur Rochegarde, Madame Rochegarde, » a-t-il dit en s'adressant à Ganelon et Jocelyne, « je vous remets officiellement un ordre de départ immédiat de cette propriété. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Quoi ?» a lâché Jocelyne. « Un ordre de départ, » a répété l'huissier calmement. « Cette propriété appartient en totalité à Madame Aymar de Rochegarde. Vous n'y avez aucun droit de résidence. Toute tentative d'y entrer sans son autorisation explicite constituera une violation de domicile et sera passible de poursuites judiciaires. » Ganelon a regardé sa mère avec des yeux incrédules. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?»« Ce n'est pas une plaisanterie, » ai-je répondu d'une voix égale. Jocelyne a fait un pas en avant, le visage déformé par la rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette maison est à moi, » ai-je coupé. « Uniquement à moi. Achetée avec mon argent, il y a 32 ans, elle est à mon nom, personne d'autre. »« Mais nous sommes votre famille !» a hurlé Jocelyne. « Vraiment ?» Ma voix était calme, trop calme. « Est-ce que la famille menace de jeter sa mère à la rue ?»
Est-ce que la famille essaie de voler tout ce qu'une femme a construit au long d'une vie? Ganelon s'est avancé, les poings serrés. Maman, on essayait de te protéger? Me protéger? J'ai laissé échapper un rire sans joie. De quoi? De moi-même? Je ne suis pas sénile, Ganelon. Je ne suis pas incompétente. J'ai 61 ans, pas 90. Mais hier soir, tu as dit, hier soir, je suis partie parce que je refusais de signer cette procuration absurde. Vous pensiez que j'allais dormir dans la rue? J'ai souri, un sourire amer. J'ai dormi sur un banc près de la Seine, si tu veux tout savoir, parce que mon propre fils m'avait jeté dehors. Mais pendant que je regardais l'eau couler, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? A murmuré Ganelon. Que je n'allais pas me laisser détruire, pas par toi, pas par elle. Jocelyne tremblait de rage. Vous allez le regretter, vieille folle. Ganelon est votre seul enfant. Vous allez finir seul. Oubliez. Peut-être, ai-je dit calmement. Mais au moins, je finirai avec ma dignité. Maître Deschamps est intervenu. Madame, je vous conseille de modérer vos propos. Tout ce qui est dit ici est consigné par Monsieur Lavigne. Les insultes et menaces peuvent être retenues contre vous. Jocelyne s'est tue, mais ses yeux lancèrent des éclairs. Ganelon, lui, semblait perdu. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une fissure dans sa carapace. Maman, on peut discuter. On peut arranger ça. Non, Ganelon, on ne peut pas. S'il te plaît, tu m'as dit hier soir de tout passer à ta femme ou de partir. Tu m'as regardé prendre ma valise et tu n'as rien fait pour me retenir. Tu as choisi. Maintenant, je choisis aussi. Maître Deschamps a sorti une autre enveloppe de son attaché-case. Monsieur Rochegarde, voici une copie du Nouveau Testament de votre mère, rédigé cette nuit, en présence de 2 témoins, parfaitement légal. Il a tendu le document. Ganelon l'a pris d'une main tremblante. Ses yeux ont parcouru les lignes. J'ai vu le moment exact où il a compris. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis à nouveau blanc. Tu m'as déshérité? Oui. Au profit de qui? De ma sœur Marguerite. Jocelyne a arraché le papier des mains de Ganelon. Sa sœur? Cette femme qu'on n'a vue qu'une fois en 3 ans? Ma sœur qui, elle au moins, ne m'a jamais menacée, qui ne m'a jamais traité comme un obstacle à éliminer. Jocelyne a déchiré le document en 2. L'huissier a immédiatement sorti son téléphone et pris une photo. Destruction volontaire d'un document officiel, a-t-il dit calmement en notant dans son carnet. Constaté ce jour à 9h47. Maître Deschamps a souri légèrement. Ce n'était qu'une copie, bien entendu. L'original est déposé chez moi, en lieu sûr. Vous venez simplement de commettre un délit devant témoin. Jocelyne a explosé. Vous êtes une vieille garce manipulatrice. Vous avez monté tout ça pour nous humilier. Non, ai-je dit doucement. J'ai monté tout ça pour me protéger. Vous m'avez donné le choix hier soir. Signer ou partir. J'ai choisi de partir. Mais c'est ma maison. Alors, aujourd'hui, c'est vous qui partez. On va attaquer ce testament, a crié Jocelyne. On va le faire annuler. Maître Deschamps a secoué la tête. Sur quelle base? Madame Rochegarde est en pleine possession de ses facultés mentales. Elle a pris cette décision librement, sans contrainte. Vous, en revanche, avez tenté de la forcer à signer une procuration sous la menace. Nous avons l'enregistrement. Le visage de Jocelyne s'est figé. Quel enregistrement? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Celui-ci. Je n'avais jamais menti. La nuit dernière, dans ma douleur et ma panique, j'avais quand même eu le réflexe d'enregistrer l'intégralité de la conversation. Depuis le moment où Jocelyne avait posé l'enveloppe sur la table jusqu'au moment où Ganelon m'avait dit de passer tout à sa femme. J'ai tout, ai-je dit calmement. Chaque mot, chaque menace. Ganelon s'est effondré contre sa voiture. Il ne criait pas. Il ne protestait pas. Il regardait juste le sol, les épaules affaissées. Pour la première fois depuis des années, il ressemblait au petit garçon qu'il avait été, fragile, perdu. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une part de moi voulait courir vers lui, le prendre dans mes bras, lui dire que tout pouvait s'arranger. Mais je suis restée immobile, parce que ce petit garçon n'existait plus. L'homme devant moi avait fait son choix, et moi, j'avais fait le mien. Vous avez 24 heures pour restituer tous les doubles de clés de cette propriété, a dit l'huissier. Passé ce délai, les serrures seront changées à vos frais. Nous allons porter plainte, a hurlé Jocelyne. Pour quel motif? A demandé Maître Deschamps avec un calme glacial. Pour avoir été empêché de voler une propriété qui ne vous appartient pas? Je vous en prie, essayez. Cela facilitera grandement le dossier de Madame Rochegarde contre vous. Jocelyne a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a regardé Ganelon, attendant qu'il dise quelque chose. Mais il restait silencieux, les yeux dans le vide. Madame, messieurs,
a dit l'huissier en refermant son carnet. Ma mission est accomplie. Madame Rochegarde, vous recevrez le procès-verbal officiel dans les 48 heures. Merci, monsieur Lavigne. Il m'a fait un petit signe de tête respectueux, puis est remonté dans sa voiture. Maître Deschamps s'est attardé un moment. Vous avez été très courageuse, m'a-t-il dit doucement. Ou très cruelle. Non, juste. Il y a une différence. Il a jeté un dernier regard à Ganelon et Jocelyne. Ils vont probablement essayer de vous recontacter, de vous faire changer d'avis. Soyez forte, je le serai. Bien, je reste à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin. Merci, maître, pour tout. Il a souri, est remonté dans sa voiture et est parti. Il ne restait plus que nous trois sur le perron. Moi, mon fils, ma belle-fille. Le silence était écrasant. Finalement, Ganelon a levé les yeux vers moi. Comment as-tu pu faire ça? Sa voix était brisée. Comment as-tu pu, toi? Ai-je répondu. Il n'a pas répondu. Jocelyne l'a tiré par le bras. Viens, Ganelon. On perd notre temps ici. Mais il ne bougeait pas. Il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Ou peut-être pour la dernière. Maman, ne m'appelle plus comme ça. Ma voix était froide. Plus froide que je ne l'avais jamais été. Tu as perdu ce droit hier soir. Ils sont partis. J'ai regardé la BMW noire disparaître au bout de la rue. Puis, je suis rentré dans ma maison. J'ai refermé la porte. Je me suis adossé contre le bois massif. Et pour la première fois depuis 24 heures, j'ai respiré. Vraiment respiré. Le silence de la maison n'était plus oppressant. Il était apaisant. Je suis monté dans ma chambre. J'ai défait ma valise que je n'avais finalement pas utilisée. J'ai rangé mes vêtements, mes papiers, la photo d'Édouard et moi, et je me suis assise sur le lit. Les larmes sont venues. Pas des sanglots. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues. Je pleurais mon fils, l'enfant qu'il avait été, l'homme qu'il aurait pu devenir. Mais je ne regrettais rien. J'ai passé le reste de la journée à marcher dans la maison. Chaque pièce, chaque recoin. Je redécouvrais mon chez-moi. Mon sanctuaire. Personne ne pourrait plus jamais me l'arracher. Le soir, je me suis préparé un dîner simple. Une omelette aux fines herbes, une salade, un verre de vin blanc. Je me suis assise dans la salle à manger. Seule, mais pas solitaire. Il y a une différence. Pendant que je mangeais, j'ai repensé à la tête de Jocelyne quand elle avait vu Maître Deschamps et l'huissier. La façon dont son visage parfait s'était décomposé. La panique dans ses yeux. Elle avait cru que tout était gagné. Que j'étais faible, manipulable, brisée. Elle s'était trompée. Et cette erreur lui coûterait cher. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Êtes-vous chez vous, dans votre salon, dans votre voiture, au travail pendant une pause? Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir où mes mots vous trouvent. Les jours qui ont suivi ont été étrangement paisibles. Je m'attendais à des appels, des messages, des tentatives de réconciliation ou des menaces supplémentaires. Mais il n'y a eu que le silence, un silence lourd, chargé d'absence. Le 3e jour, un coursier est venu déposer une enveloppe. À l'intérieur, les doubles des clés de la maison. Pas de mots, pas d'explication, juste les clés. J'ai quand même fait changer toutes les serrures le lendemain. Maître Deschamps avait insisté. On ne sait jamais s'ils en ont gardé d'autres copies, m'avait-il dit. Il avait raison, bien sûr. La première semaine, j'ai vécu dans une sorte de brouillard. Je me levais, je prenais mon café, je lisais, je regardais par la fenêtre, les gestes du quotidien, mais avec une conscience nouvelle. Chaque moment était à moi, chaque décision m'appartenait. Plus personne pour me dire que j'étais trop vieille, trop seule, trop fragile. C'était étrange, libérateur et terrifiant à la fois, parce qu'au fond, une partie de moi espérait encore, espérait que Ganelon appellerait, qu'il s'excuserait, qu'il me dirait qu'il avait été aveuglé, manipulé, égaré. Mais les jours passaient, et le téléphone restait silencieux. Le 8e jour, ma sœur Marguerite a appelé. Elle vit à Lyon depuis 35 ans. Nous nous parlons 1 ou 2 fois par mois, pas plus. Nous nous aimons, mais nous avons construit des vies séparées. Aymarde, c'est moi. Sa voix était inquiète. Bonjour Marguerite. J'ai reçu un appel très étrange de ton notaire. Il m'a dit que tu avais modifié ton testament et que j'étais maintenant... Elle a hésité. Ton héritière unique. C'est exact. Un long silence. Aymarde, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. L'ultimatum, la procuration, la menace, mon départ, mon retour avec le notaire et l'huissier. Tout. Quand j'ai terminé, elle est restée muette pendant plusieurs secondes. Mon Dieu, Aymarde, je sais. Ganelon a vraiment fait ça? Oui. Et cette Jocelyne? C'est elle qui a tout orchestré.
Mais lui, il l'a laissé faire. Il a choisi. Marguerite a soupiré profondément. Tu sais que je ne veux pas de ton héritage. Pas comme ça. Pas dans ces conditions. Je sais, Marguerite. Mais j'avais besoin de protéger ce que j'ai construit. Je ne pouvais pas laisser cette femme tout prendre. Et si Ganelon revient? S'il se rend compte de son erreur? J'ai regardé par la fenêtre. Les arbres de la rue étaient presque nus. L'automne touchait à sa fin. Alors on verra. Mais pour l'instant, c'est fait. Tu as été courageuse. Ou folle. Je ne sais pas encore. Marguerite a ri doucement. Les deux, probablement. Comme toujours. Nous avons parlé encore un peu. De choses banales. De ses petits-enfants. De la météo à Lyon. Des choses normales. Cela m'a fait du bien. 2 semaines après la confrontation, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des voitures garées devant chez moi. Toujours différentes, mais toujours là. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination, que je devenais paranoïaque. Mais un matin, en sortant acheter du pain, j'ai vu un homme dans une Mercedes noire qui prenait des photos de ma maison avec son téléphone. Quand il m'a vu, il a démarré rapidement et est parti. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai appelé Maître Deschamps. « Il vous surveille », a-t-il dit calmement. C'est classique dans ce genre de situation. Il cherche probablement quelque chose. Un angle d'attaque. Une preuve que vous êtes incompétente ou dangereuse pour vous-même. Que puis-je faire? Continuer à vivre normalement. Ne leur donner aucune prise. Et si cela devient du harcèlement, nous porterons plainte. D'accord? Aymard, il a hésité. Soyez prudente. Des gens prêts à menacer leur propre mère sont capables de beaucoup de choses. Ces mots sont restés avec moi longtemps après avoir raccroché. 3 semaines après l'ultimatum, j'ai reçu un courrier recommandé. Un cabinet d'avocats parisien. Prestigieux. Cher. À l'intérieur, une lettre de 8 pages contestant le Nouveau Testament. Ils arguaient que j'avais agi sous la contrainte émotionnelle, que le testament avait été rédigé trop rapidement, qu'un fils avait des droits inaliénables. J'ai lu chaque ligne avec un calme étonnant. Puis, j'ai appelé Maître Deschamps. Ils attaquent? Je m'y attendais. Envoyez-moi le document. Je vais préparer notre réponse. Ils n'ont aucune base légale solide, mais ils vont essayer de vous épuiser. C'est leur stratégie. Je ne céderai pas. Je sais. C'est pour ça que nous allons gagner. Les semaines suivantes ont été un brouillard de paperasse administrative. Courrier, convocation, rendez-vous chez le notaire. Ganelon et Jocelyne essayaient de prouver que j'étais inapte à gérer mes affaires. Ils ont demandé une expertise psychiatrique. J'ai accepté. Le psychiatre, un homme d'une 60aine d'années avec un regard doux, m'a posé des questions pendant 2 heures. Sur ma vie, mes souvenirs, ma santé mentale, mes capacités cognitives. À la fin de l'entretien, il a refermé son dossier et m'a regardé avec un petit sourire. « Madame Rochegarde, vous êtes l'une des personnes les plus lucides et équilibrées que j'ai rencontrées. Vous n'avez absolument aucun problème de discernement. Merci, docteur. Je vais rédiger mon rapport dans ce sens. » Mais il a hésité. « Puis-je vous dire quelque chose de personnel? Je vous en prie. Ce que votre fils vous a fait, c'est de la violence économique et psychologique. Vous avez eu raison de vous protéger. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Parce que parfois, on a besoin d'entendre qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas cruel, qu'on a juste survécu. Le rapport psychiatrique a été transmis aux avocats de Ganelon. 2 jours plus tard, ils ont abandonné cette ligne d'attaque, mais ils en ont trouvé une autre. Ils ont commencé à raconter que j'avais toujours été une mère froide, distante, que Ganelon avait souffert de mon manque d'affection toute sa vie. J'ai lu ces accusations dans un document légal, et j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Froide. Moi qui avais passé des nuits blanches quand il était malade, qui avait sacrifié ma carrière pour être présente à chaque récital scolaire, chaque match de football, chaque moment important de sa vie. Moi qui avais pleuré de joie le jour de sa naissance et de fierté le jour de son diplôme, froide. Ce soir-là, j'ai sorti tous les albums photos. Je les ai étalés sur la table du salon. Photos de Ganelon bébé, dans mes bras. Photo de lui à 5 ans, riant aux éclats dans le jardin. Photo de nous deux à Noël, à la plage, en vacances dans les Alpes. Je cherchais, quoi? Une preuve que j'avais été une bonne mère? Une preuve que je n'avais pas mérité ça? Ou peut-être juste un souvenir de qui il avait été avant de devenir cet étranger qui me traînait en justice. J'ai pleuré cette nuit-là, longtemps, pas de colère, juste de chagrin, parce que j'avais vraiment perdu mon fils, pas à cause de la mort, à cause de quelque chose de pire, l'indifférence et la cupidité. 1 mois après la confrontation, en décembre, j'ai croisé une ancienne amie de Ganelon dans un café, Antoine. Ils avaient été proches à l'université.
Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il m'a reconnu immédiatement. « Madame Rochegarde ? Antoine ? Quelle surprise ! Nous nous sommes assis. Il a commandé un café, moi, un thé. Nous avons parlé de tout et de rien. Puis, inévitablement, la conversation est venue à Ganelon. « Comment va-t-il » a demandé Antoine. J'ai hésité. « Nous ne nous parlons plus. » Il a froncé les sourcils. « Vraiment ? Mais pourquoi ?» Je lui ai raconté. Une version abrégée, mais honnête. Antoine a secoué la tête, l'air désolé. « Ça ne me surprend pas, malheureusement. Que voulez-vous dire ?» Il a bu une gorgée de café avant de répondre. Ganelon a toujours été, obsédé par le succès, par l'argent. Même à 20 ans, il parlait déjà de devenir riche. Pas heureux, riche. Je sais. Et quand il a rencontré Jocelyne, Antoine a grimacé. Beaucoup d'entre nous, ses amis, on a vu les signaux d'alarme. Elle était calculatrice, froide. Mais elle était belle et ambitieuse, et ça lui suffisait. Pourquoi personne ne lui a rien dit? On a essayé, mais il ne voulait rien entendre. Et petit à petit, il a coupé les ponts avec tous ceux qui n'aimaient pas Jocelyne. Il ne reste plus personne de l'ancienne bande. Je suis restée silencieuse. Madame Rochegarde, Antoine m'a regardée avec compassion. Ce que vous avez fait, vous protéger, c'était la seule chose à faire. Ganelon s'est perdu lui-même bien avant de vous perdre vous. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Début décembre, les rues de Paris se sont illuminées pour Noël. Les vitrines brillaient, les marchés de Noël s'installaient, les gens marchèrent dans le froid avec des paquets cadeaux et des sourires. Moi, je restais chez moi. L'année précédente, Ganelon et Jocelyne étaient venus réveillonner. Un dîner froid et formel où Jocelyne avait passé la moitié du temps sur son téléphone. Cette année, je serai seule. Mais au moins, je serai libre. Le 15 décembre, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Maman, c'est Ganelon. Mon cœur s'est arrêté. Je voudrais qu'on parle. Juste toi et moi. Sans avocat. Sans Jocelyne. S'il te plaît. » J'ai regardé ce message pendant 1 heure. Une partie de moi voulait répondre immédiatement. Dire oui. Accepter de le voir. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se protéger, hésitait. Était-ce sincère? Ou était-ce une nouvelle manipulation? Finalement, j'ai appelé Maître Deschamps. « Il veut vous voir seul ?» a-t-il demandé avec méfiance. « Oui, n'y allez pas, pas sans témoin. S'il vous dit quelque chose, s'il vous promet quelque chose, vous aurez besoin de preuves. Vous pensez qu'il joue encore un jeu? Je pense qu'il est marié à une femme qui joue toujours un jeu, et qu'il est devenu son complice. » J'ai soupiré. « Que dois-je faire? Répondez-lui que vous acceptez de le voir, mais dans un lieu public. Un café, avec moi présent, à une table voisine. Il ne saura pas que je suis là, mais vous serez protégé. C'est vraiment nécessaire? Aymarde, pardonnez-moi d'être direct, mais votre fils vous a menacé de vous jeter à la rue. Il vous traîne en justice pour contester votre testament. Il vous fait surveiller. Oui, c'est nécessaire. » Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. J'ai répondu au message. « D'accord? Demain, 15 heures. Café de Flore. » Sa réponse est arrivée presque immédiatement. « Merci, maman. À demain, maman. » Ce mot que je lui avais interdit d'utiliser. Ce mot qui me brisait encore le cœur. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je me suis demandé ce qu'il allait me dire. S'il allait s'excuser, s'il allait essayer de me convaincre de tout annuler, ou s'il allait juste me parler, comme avant, comme quand il était mon fils et que j'étais sa mère, avant que tout ne se brise. Le lendemain, je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine, des perles discrètes, mon manteau en laine. Je voulais avoir l'air digne, forte, même si à l'intérieur, je tremblais. Maître Deschamps m'a retrouvée devant le café à 14h50. « Je vais entrer avant vous. Je m'installerai au fond. Faites comme si vous ne me connaissiez pas. D'accord. Et Aymarde, ne signez rien. Ne promettez rien. Écoutez, c'est tout. Je sais. » Il m'a serré brièvement l'épaule, puis est entré. À 15 heures précises, Ganelon est arrivé. Il portait un jean et un pull. Pas de costume, pas de cravate. Il avait l'air fatigué. Des cernes sous les yeux, le visage plus mince. Quand il m'a vu, il a hésité. Puis il s'est approché, lentement. « Maman, Ganelon. » Nous nous sommes assis face à face. Le silence était pesant. C'est lui qui a parlé en premier. « Merci d'être venu. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi je suis là. » Il a baissé les yeux. « Parce que j'avais besoin de te voir, de te parler, sans tout le reste. Sans Jocelyne, tu veux dire. » Il a tressailli au prénom. « Oui. » Un serveur est venu prendre nos commandes. J'ai demandé un thé, lui un café noir. Nous avons attendu qu'il s'éloigne.
Puis Ganelon a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, de la vulnérabilité. Maman, est-ce qu'on peut tout recommencer à zéro? Recommencer à zéro? J'ai répété ces mots lentement, comme si je devais les peser un par un. Ganelon a hoché la tête. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café. Oui, oublier tout ce qui s'est passé. Repartir sur de nouvelles bases. J'ai bu une gorgée de thé. Il était brûlant. Cela m'a donné une excuse pour ne pas répondre immédiatement. Ganelon, on ne peut pas simplement effacer ce qui s'est passé. Tu m'as menacé. Tu m'as demandé de signer une procuration qui m'aurait dépouillé de tout. Tu m'as regardé partir avec ma valise sans dire un mot. Je sais, sa voix était à peine audible. Je sais, maman. Et je regrette. Le mot « regrette » flottait entre nous comme un oiseau blessé. Qu'est-ce que tu regrettes exactement? Ai-je demandé doucement. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient rouges. Tout. La façon dont on t'a parlé, ce qu'on t'a demandé, le fait que je ne t'ai pas défendu. On ou Jocelyne? Il a tressailli. Les deux. Mais il a hésité. C'est elle qui a eu l'idée. Pas moi. Mais tu as suivi? Oui. Pourquoi? Il est resté silencieux pendant un long moment. Le café autour de nous bruissait de conversation. Des rires, des tintements de tasses. La vie normale des gens normaux. Nous étions assis dans notre bulle de douleur. Parce que il a pris une profonde inspiration. Parce que j'ai arrêté de penser par moi-même. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Jocelyne, elle a une façon de présenter les choses, de te faire croire que ce qu'elle dit est logique, raisonnable. Elle disait que tu étais seule, que tu vieillissais, que quelqu'un devait te protéger. Et au début, ça semblait sensé. Mais ce n'était pas pour me protéger, Ganelon. C'était pour me contrôler, me voler. Je sais. Maintenant, je sais. Maintenant? Et qu'est-ce qui a changé? Il a bu une gorgée de café. Ses mains tremblaient toujours. Depuis ce jour-là, depuis que tu nous as fait sortir, tout s'est effondré. Comment ça, effondré? Ganelon a regardé par la fenêtre. La rue était animée. Les décorations de Noël scintillaient dans la lumière grise de l'après-midi. Jocelyne est devenue différente. Différente comment? Froide, distante. Elle me reproche de ne pas avoir été assez ferme avec toi, de t'avoir laissé gagner. J'ai posé ma tasse. Gagner? Il ne s'agissait pas d'un jeu, Ganelon. Il s'agissait de ma vie, de ma maison, de ma dignité. Je sais, mais pour elle, il a secoué la tête. Pour elle, tout est une compétition. Tout est une stratégie. Et tu le découvres seulement maintenant? Il a baissé les yeux, honteux. J'ai été aveugle et stupide. J'ai observé mon fils. Cet homme de 35 ans qui me faisait face n'était plus le petit garçon que j'avais élevé. Mais il n'était pas non plus l'étranger froid et calculateur qui m'avait menacé un mois plus tôt. Il était quelque part entre les deux, perdu. Ganelon, pourquoi es-tu vraiment ici? Il a relevé la tête brusquement. Parce que tu me manques. Ces mots ont percé quelque chose en moi. Quelque chose que j'avais essayé de cadenasser depuis des semaines. Tu me manques, a-t-il répété, la voix brisée. Je n'ai plus personne. Jocelyne ne me parle presque plus. Mes amis, je n'en ai plus vraiment. Antoine t'a probablement dit. J'ai tout sacrifié pour cette vie que je croyais vouloir. Et maintenant tu te rends compte que c'était vide. Oui, le silence est retombé entre nous. J'aurais voulu le croire. De tout mon cœur, j'aurais voulu croire que mon fils était sincère. Mais les mots de Maître Deschamps résonnaient dans ma tête. Il est marié à une femme qui joue toujours un jeu. Ganelon, qu'est-ce que tu attends de moi? Ai-je demandé. Ton pardon. Et ensuite, il a hésité. Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait recommencer à se voir, à se parler, comme avant. Comme avant, j'ai laissé échapper un rire amer. Avant quand, Ganelon? Avant que tu me menaces? Avant que tu épouses Jocelyne? Avant que ton père ne meure et que tu ne t'intéresses qu'à l'héritage? Il a pâli. Ce n'est pas juste, non? Alors dis-moi quand, exactement, nous avions une relation normale, une vraie relation mère-fils, parce que moi, ça fait des années que je cherche. Maman, non, laisse-moi parler. Ma voix était calme, mais ferme. Tu veux recommencer à zéro? Très bien. Mais pour ça, il faudrait que tu sois honnête, vraiment honnête. Pas avec moi, avec toi-même. Je le suis? Vraiment? Alors réponds à cette question. Si Jocelyne te demandait de choisir entre elle et moi, qui choisirais-tu? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ganelon a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il ne savait pas quoi répondre. Ou plutôt, il savait, mais il n'osait pas le dire. Tu vois, ai-je murmuré, tu n'es pas prêt. Maman,
Ce n'est pas une question juste. Pourquoi? Parce qu'elle met en lumière où sont tes priorités. Parce que tu me demandes de choisir entre ma femme et ma mère. Non, Ganelon, je ne te demande rien. Je constate juste que tu as déjà fait ton choix. Le soir où tu m'as regardé partir. Il s'est levé brusquement. Sa chaise a grincé contre le sol. Je savais que c'était inutile. Tu ne me pardonneras jamais. Le pardon n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait. Je t'ai dit que je regrettais. Tu regrettes quoi? D'avoir été pris en flagrant délit ou d'avoir vraiment voulu me dépouiller? Les gens autour de nous commençaient à regarder. Ganelon s'en est rendu compte. Il s'est rassis lentement. Quand il a reparlé, sa voix était plus basse. « Tu crois vraiment que je voulais te voler? Je ne sais pas, Ganelon. Dis-le-moi. Non. Je pensais qu'on te protégeait, que c'était pour ton bien. Et maintenant? Tu penses toujours ça? » Il a secoué la tête. « Non. Maintenant je vois que c'était une erreur. Une grosse erreur. » « Une erreur? » J'ai ri, sans joie. « Ganelon, une erreur, c'est quand tu oublies d'acheter du pain, ou quand tu rates un rendez-vous. Ce que tu as fait, c'était prémédité, calculé. C'était l'idée de Jocelyne. Mais tu as suivi. Ma voix s'était élevée malgré moi. Tu n'es plus un enfant, Ganelon. Tu as 35 ans. Tu es responsable de tes choix. Arrête de rejeter la faute sur ta femme. » Il s'est effondré contre le dossier de sa chaise. « Tu as raison. » Ces 3 mots, prononcés si bas que j'ai à peine pu les entendre. « Tu as raison, » a-t-il répété. « J'ai fait des choix, de mauvais choix. Et maintenant je ne sais plus comment réparer. Peut-être que tu ne peux pas. C'est vraiment ce que tu penses? Je ne sais pas, Ganelon. Je suis fatigué. Fatigué de me battre. Fatigué d'essayer de comprendre. Fatigué d'espérer que tu redeviendras l'enfant que tu étais. Je ne serai jamais cet enfant. Je sais. » Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Le serveur est passé, nous a demandé si nous voulions autre chose. Nous avons secoué la tête. Finalement, Ganelon a parlé. « Et si je quittais Jocelyne ?» J'ai relevé brusquement la tête. « Quoi? Si je divorçais? Si je recommençais vraiment? Loin d'elle? Est-ce que ça changerait quelque chose? » J'ai cherché ses yeux, essayé d'y lire la sincérité. Mais tout ce que j'y voyais, c'était du désespoir. « Ganelon, tu veux divorcer parce que tu as compris qui elle était vraiment, ou parce que tu veux récupérer ton héritage? » Il a tressailli comme si je l'avais giflé. « Comment peux-tu penser ça? Parce que tu m'as donné toutes les raisons de le penser. » « Maman, réponds à ma question. Si je modifiais mon testament maintenant, si je te remettais comme héritier, est-ce que tu resterais avec Jocelyne? » Il n'a pas répondu immédiatement, et ce silence en disait long. « Je ne sais pas, » a-t-il fini par murmurer. « Alors tu as ta réponse. » J'ai pris mon sac à main. « Maman, attends. Ganelon, quand tu sauras vraiment ce que tu veux, et je parle de ce que tu veux toi, pas ce que Jocelyne veut, pas ce que l'argent peut t'apporter, alors on pourra peut-être parler. Mais pas avant. » Je me suis levé. « Je t'aime, Ganelon. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais je ne peux pas te sauver. Tu dois te sauver toi-même. » J'ai laissé de l'argent sur la table pour payer nos consommations. Puis, je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu Ganelon m'appeler. « Maman !» Mais je n'ai pas regardé en arrière. Parce que si je l'avais fait, j'aurais peut-être cédé. Et je n'étais pas prête à céder. Pas encore. Peut-être jamais. Maître Deschamps m'a rejointe dehors quelques minutes plus tard. « Vous avez été parfaite, » a-t-il dit. « Je ne me sens pas parfaite. Je me sens brisée. C'est normal. Mais vous avez tenu bon. Vous ne vous êtes pas laissé manipuler. » « Vous croyez qu'il me manipulait ?» Il a hésité. « Je pense qu'il est confus, perdu. Mais oui, consciemment ou non, il essayait de vous faire revenir en arrière. Et vous avez refusé. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon enfant. Non, Aymard, vous avez refusé d'être sa victime. Ce n'est pas la même chose. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. La maison était silencieuse, froide. J'ai allumé le chauffage, préparé une tisane, mis de la musique. Puis, je me suis assise dans le fauteuil d'Édouard et j'ai pleuré. Pour mon fils, pour l'homme qu'il aurait pu être, pour la relation qu'on ne retrouverait probablement jamais. 2 jours plus tard, j'ai reçu un autre message de Ganelon. « Tu avais raison. J'ai besoin de comprendre qui je suis vraiment. Merci de ne pas avoir cédé. Je t'aime. » J'ai lu ce message une dizaine de fois. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, je n'ai rien répondu. Parfois, le silence est la seule réponse honnête. La semaine suivante, j'ai appris par Maître Deschamps que les avocats de Ganelon avaient retiré leur plainte. « Ils abandonnent », m'a-t-il dit au téléphone. Officiellement, ils reconnaissent que le testament est valide. Pourquoi? Je ne sais pas.
Peut-être parce qu'il savait qu'il ne gagnerait pas. Ou peut-être quoi? Peut-être parce que votre fils a décidé de lâcher prise. J'ai raccroché, le cœur lourd. Noël approchait. Les rues brillaient de mille feux. Les vitrines débordaient de cadeaux. Les gens couraient partout, chargés de paquets et d'espoir. Moi, je préparais mon premier Noël seul depuis 32 ans. Marguerite m'avait invité à Lyon. « Viens passer les fêtes avec nous », m'avait-elle dit. J'avais refusé poliment. J'ai besoin d'être chez moi. Dans ma maison. Tu es sûre? Oui, ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais peur de la solitude, peur du silence. Mais j'avais encore plus peur de fuir. Il fallait que j'apprenne à vivre avec cette nouvelle réalité. Seule, mais libre. Le 24 décembre au matin, on a sonné à ma porte. Mon cœur a bondi. Est-ce que c'était? J'ai ouvert. Un livreur se tenait là, avec un énorme bouquet de roses blanches. Madame Rochegarde? Oui, ceci est pour vous. Il m'a tendu le bouquet et une petite enveloppe. J'ai signé le reçu. Refermé la porte. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, une carte. Maman, je sais que tu ne veux probablement plus de mes nouvelles. Je comprends. Mais je voulais que tu saches que j'ai pris une décision. J'ai quitté Jocelyne. Je sais que ça ne change rien à ce que j'ai fait, que ça n'efface rien. Mais c'était nécessaire, pour moi, pour commencer à comprendre qui je suis vraiment. Je ne te demande rien. Ni pardon, ni retour en arrière. Juste de savoir que j'essaie. Joyeux Noël, maman. Je t'aime. Ganelon. J'ai tenu cette carte longtemps. Les roses blanches sentaient bon, pures, innocentes. Mon fils avait quitté Jocelyne. Était-ce sincère? Était-ce définitif? Je ne savais pas. Mais quelque chose en moi s'est légèrement dénoué. Pas le pardon, pas encore. Mais peut-être l'espoir. Un tout petit espoir. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner simple pour une personne. J'ai mis la table, avec la belle nappe, les bougies, le cristal. Parce que j'étais seule, oui, mais je méritais quand même un beau Noël. Avant de manger, j'ai levé mon verre. À toi, Édouard, ai-je murmuré. Tu me manques. Puis j'ai bu. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne m'a pas semblé si lourd. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix, si j'ai été trop dur, trop inflexible. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné immédiatement? Ou auriez-vous, vous aussi, attendu des preuves, attendu que les actes suivent les mots? Dites-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir. Les jours entre Noël et le Nouvel An ont une qualité particulière, comme si le temps s'arrêtait, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai passé ces jours-là dans une sorte de trêve avec moi-même. Les roses blanches de Ganelon trônaient dans un vase sur la table du salon. Je les regardais chaque matin en buvant mon café. Elles étaient belles, fragiles, et chaque jour, elles se fanaient un peu plus. Comme tout, finalement. Le 27 décembre, Marguerite a appelé. Alors, comment s'est passé Noël? Tranquille. Tranquille, c'est un euphémisme pour dire seul, n'est-ce pas? J'ai souri malgré moi. Peut-être, mais ça allait. Vraiment. Tu es sûre? Oui, Marguerite. Je suis sûre. Un silence. Puis elle a demandé. Des nouvelles de Ganelon? J'ai hésité. Il m'a envoyé des fleurs. Avec une carte, il dit qu'il a quitté Jocelyne. Marguerite a inspiré brusquement. Vraiment? C'est ce qu'il dit. Et tu le crois? Je ne sais pas. Une partie de moi veut le croire. L'autre se méfie. C'est normal. Il t'a fait tellement de mal. Oui. Aïe marde. La voix de ma sœur était douce. Tu sais que tu as le droit d'être prudente, de prendre ton temps. Je sais. Mais tu as aussi le droit d'espérer, si tu le veux. Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru. Merci Marguerite. Je t'aime, grande sœur. Moi aussi. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise près du téléphone. Espérer. Est-ce que j'osais encore? Le 30 décembre, j'ai décidé de sortir. Pas pour fuir, pas pour m'occuper l'esprit, mais parce que j'en avais envie. J'ai marché dans Paris. Les Champs-Élysées brillaient de mille feux. Les gens se pressaient, joyeux, insouciants. J'ai bu un chocolat chaud dans un café près de Notre-Dame. J'ai regardé la Seine couler, imperturbable, comme elle coulait depuis des siècles, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus la même femme que celle qui avait ouvert sa porte à Ganelon et Jocelyne il y a 2 mois. Cette femme-là était vulnérable, perdue, prête à tout pour garder son fils. Moi, aujourd'hui, j'étais différente, plus forte, peut-être, ou peut-être juste plus lucide. Le 31 décembre au soir, alors que je préparais un dîner simple, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Madame Rochegarde? Une voix de femme que je ne reconnaissais pas. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Céline Moreau. J'étais une collègue de Ganelon.
Mon cœur s'est serré. Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, rassurez-vous. Il va bien. Physiquement, en tout cas. Alors pourquoi m'appelez-vous? Elle a hésité. Parce que je pense que vous devriez savoir ce qui se passe. Que voulez-vous dire? Céline a pris une profonde inspiration. Je travaille avec Ganelon depuis 3 ans. On n'est pas amis proches, mais on se parle. Et ces dernières semaines, il a changé. Changé comment? Il est, comment dire, éteint. Comme si quelque chose s'était brisé en lui. Il ne parle presque plus à personne. Il arrive tôt au bureau et part tard. Il ne va plus au déjeuner d'équipe. Je ne savais pas quoi dire. Et hier, a continué Céline, je l'ai trouvé dans son bureau. Il pleurait. Mon souffle s'est coupé. Il pleurait? Oui. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Au début, il n'a rien voulu dire. Puis, il m'a parlé de vous. De moi? Oui. Il m'a dit qu'il avait tout gâché. Que sa mère ne lui parlait plus. Que c'était entièrement sa faute. Il était désespéré. J'ai senti les larmes monter. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fera. Madame Rochegarde, je ne connais pas les détails de ce qui s'est passé entre vous. Ce n'est pas mes affaires. Mais ce que je sais, c'est que Ganelon souffre, vraiment. Et sa femme, Jocelyne, il l'a quittée, il y a 2 semaines. Elle est venue au bureau faire une scène. C'était spectaculaire. Elle l'accusait d'avoir tout gâché, de l'avoir abandonné. La sécurité a dû l'escorter dehors. Donc c'était vrai. Il avait vraiment quitté Jocelyne. Madame Rochegarde, Céline a hésité. Je ne vous dis pas ça pour que vous fassiez quelque chose, ou pour que vous lui pardonniez. C'est votre décision. Mais je pense que vous devriez savoir qu'il ne joue pas. Sa douleur est réelle. Merci, mademoiselle Moreau. De rien. Et bonne année. J'espère que l'année prochaine sera meilleure pour vous. Pour vous deux. Elle a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main. Ganelon pleurait. Mon fils, qui n'avait pas pleuré depuis l'âge de 13 ans, pleurait. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. J'entendais les feux d'artifice dehors, les cris de joie, les rires. Paris célébrait la nouvelle année. Moi, j'étais allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir, pensant à mon fils. À 2 heures du matin, j'ai pris une décision. Le 1er janvier, j'ai envoyé un message à Ganelon. Court, simple. Je pense à toi, maman. 3 mots. Pas « je te pardonne ». Pas « reviens ». Juste « je pense à toi ». Parce que c'était vrai. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Merci. Ces 3 mots signifient tout pour moi. Bonne année, maman. J'ai relu ce message plusieurs fois. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Parce qu'il y avait peut-être encore un chemin. Étroit, fragile, mais un chemin quand même. Les semaines de janvier ont passé lentement. Ganelon et moi échangions des messages de temps en temps. Rien de profond. Juste des signes de vie. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va? Le travail est intense. Prends soin de toi. Des conversations banales. Mais qui disaient tellement plus que ce qu'elles semblaient dire. Mi-janvier, Maître Deschamps m'a appelé. Aymarde, j'ai une information. Laquelle? Jocelyne a engagé un avocat. Elle demande le divorce. Et elle réclame la moitié des biens de Ganelon. La moitié? Oui. Apparemment, elle estime qu'elle a contribué à sa carrière et qu'elle mérite compensation. J'ai ri. Un rire sans joie. Elle n'a contribué à rien d'autre qu'à sa propre ascension. Je sais, mais elle va se battre, et ça va coûter cher à votre fils. Est-ce qu'il peut gagner? Difficile à dire. Mais s'il a de bons avocats, oui. Le problème, c'est que ça va prendre du temps et de l'énergie. Ce soir-là, j'ai hésité longtemps avant de faire ce que j'ai fait. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Ganelon. C'était la première fois que je l'appelais depuis le soir de l'ultimatum. Il a décroché à la première sonnerie. « Maman ?» Sa voix était surprise, émue. « Ganelon, tu vas bien ?»« Oui. J'ai appris pour le divorce. » Un silence. « Tu es au courant ?»« Oui. Elle veut me ruiner, » a-t-il dit calmement. Elle dit que je lui ai fait perdre son temps, que j'aurais dû la soutenir dans sa carrière au lieu de tout gâcher avec toi. Avec moi? Oui. Apparemment, c'est ta faute si notre mariage a échoué. J'ai laissé échapper un rire amer. Bien sûr. Maman. Il a hésité. Ah, pourquoi tu m'appelles? Parce que tu es mon fils, et même si tu as fait des choses terribles, même si ça va prendre du temps avant que je puisse te faire à nouveau confiance, tu restes mon fils. J'ai entendu sa respiration se bloquer. Maman, et parce que j'ai parlé à une de tes collègues, Céline. Céline t'a appelé? Oui, elle m'a dit que tu pleurais. Un long silence. Elle n'aurait pas dû, peut-être, mais elle l'a fait. Ganelon,
Est-ce que tu as besoin d'aide? Pour le divorce? Pour tout? Il a ri, un rire étranglé, entre sanglots et soulagement. Je ne sais pas, maman. Je ne sais plus rien. Moi non plus. Mais si tu as besoin de parler, vraiment parler, pas pour me convaincre de quelque chose, pas pour obtenir quelque chose, juste parler. Je suis là. Vraiment? Vraiment. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, de sa vie, de son travail, de Jocelyne. Il m'a raconté comment elle avait changé après qu'ils m'ont jeté dehors, comment elle était devenue encore plus exigeante, encore plus froide. Elle disait que j'étais faible, que si j'avais vraiment été un homme, tu aurais signé sans discuter. Et qu'est-ce que tu répondais? Rien. Au début, je me disais qu'elle avait raison, que j'avais échoué. Puis j'ai commencé à voir les choses différemment. Comment? J'ai réalisé que ce qu'elle appelait force, c'était juste cruauté, et que ce qu'elle appelait faiblesse, c'était de l'humanité. Ganelon, pourquoi tu l'as épousée? Il a soupiré. Parce qu'elle était belle, ambitieuse, brillante, et parce qu'elle me faisait sentir que j'étais quelqu'un d'important, de puissant. Et maintenant je réalise qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce que je représentais, l'argent, le statut, la maison que tu aurais pu lui donner, que nous aurions pu lui donner, ai-je corrigé doucement. Oui, que nous aurions pu lui donner. Maman, est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras me pardonner? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne sais pas, Ganelon. Le pardon, ce n'est pas un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. C'est un chemin, long, difficile, je comprends. Mais ce que je peux te dire, c'est que je veux essayer. Pas pour toi, pas même pour moi. Mais parce que la vie est trop courte pour porter toute cette colère. Merci, maman. Mais, Ganelon, oui, je ne changerai pas mon testament. Pas maintenant. Peut-être jamais. Un silence. Puis il a dit, je comprends. Et tu sais quoi? Je pense que c'est juste. Vraiment? Oui, je ne mérite pas ton héritage. Pas après ce que j'ai fait. Marguerite est quelqu'un de bien. Elle prendra soin de tout. Ces mots m'ont surprise. Tu acceptes? Je n'ai pas le choix. Mais plus que ça, je pense que c'est la bonne décision. Peut-être que ça me forcera à devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. Nous avons raccroché 1 heure plus tard. J'ai posé mon téléphone et je me suis rendu compte que je souriais. Pas un grand sourire. Juste un petit sourire. Quelque chose avait changé. Pas tout. Pas même beaucoup. Mais quelque chose. Fin janvier, Ganelon m'a demandé si on pouvait se voir à nouveau. Juste un café. Pas de grande discussion. Juste être ensemble. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du Luxembourg. Loin du café de Flore. Loin de nos souvenirs. Un nouveau lieu. Pour un nouveau départ. Il avait maigri. Des cernes sous les yeux. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose de plus présent. Nous avons parlé de choses simples. De la météo. Des projets pour le printemps. De son travail. Pas de Jocelyne. Pas du passé. Juste du présent. À un moment, il m'a regardé et a dit « Tu as l'air bien. Merci, toi aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je me sens plus léger, comme si un poids énorme avait été enlevé. C'est bien. Maman, est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra être à nouveau une famille? » J'ai réfléchi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, être une famille, pas après tout ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on peut construire quelque chose de différent, peut-être même de mieux. J'aimerais ça. Moi aussi. Nous nous sommes quittés 1 heure plus tard. Il m'a embrassé sur la joue, timidement, comme s'il avait peur que je le repousse. Je ne l'ai pas repoussé. À bientôt, maman. À bientôt, Ganelon. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant une boutique de fleurs. J'ai acheté un bouquet de pivoines, mes fleurs préférées. Et en les disposant dans un vase, j'ai réalisé quelque chose. Les roses blanches de Ganelon, celles de Noël, étaient mortes depuis longtemps. Mais ces pivoines-là étaient fraîches, nouvelles, pleines de vie, comme tout ce qui commençait à renaître en moi. Février est arrivé avec ses journées grises et ses promesses de printemps. Ganelon et moi continuions à nous voir, 1 fois par semaine, parfois 2. Nous ne parlions jamais de ce soir-là, de l'ultimatum, de Jocelyne. C'était comme une plaie encore trop fraîche pour être touchée. Mais nous parlions d'autre chose, de livres, de films, de souvenirs d'enfance, des bons souvenirs, ceux d'avant. Un soir de février, alors que nous marchions le long de la Seine, Ganelon s'est arrêté. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Quoi ?» Je suis allé voir un thérapeute. J'ai écarquillé les yeux. « Vraiment ?» « Oui, depuis 3 semaines. 2 fois par semaine. » « Et
Comment ça se passe? C'est dur, vraiment dur. Parce qu'il me force à regarder des choses que j'ai évitées toute ma vie. Comme quoi? Il a regardé l'eau qui coulait sous nos pieds. Comme le fait que j'ai passé ma vie à essayer de plaire à papa, à être l'homme qu'il voulait que je sois, dur, fort, impitoyable, et que dans ce processus, j'ai oublié qui j'étais vraiment. Et qui tu es vraiment? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas encore, mais je commence à chercher. J'ai pris sa main. La première fois que je la prenais depuis des mois. Je suis fière de toi. Il m'a regardé, les yeux brillants. Vraiment? Oui, vraiment. Nous sommes restés là, main dans la main, regardant la Seine couler. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Mars est arrivé avec ses premières douceurs. Les arbres du 16e arrondissement commençaient à bourgeonner. Paris se réveillait lentement de l'hiver. Et moi, je me réveillais aussi. Ganelon et moi nous voyions maintenant 2 fois par semaine. Nos conversations devenaient plus profondes, plus honnêtes. Il me parlait de sa thérapie, des choses qu'il découvrait sur lui-même. Le thérapeute dit que j'ai développé ce qu'il appelle un faux self, une personnalité construite pour plaire aux autres, en particulier à papa. Et ton vrai self? Je commence à peine à le découvrir. Un jeudi après-midi de mars, alors que je rentrais de mes courses, j'ai trouvé quelqu'un devant ma porte. Jocelyne. Mon sang s'est glacé. Elle portait un tailleur noir strict. Ses cheveux étaient retirés en arrière. Son visage était dur, tendu. Quand elle m'a vue, elle s'est redressée. Madame Rochegarde. Sa voix était froide, presque méprisante. Jocelyne, que faites-vous ici? Il faut qu'on parle. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Oh, je pense que si. J'ai serré mes sacs de courses contre moi. Je ne vous laisserai pas entrer chez moi. Je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai à vous dire peut se dire ici. Elle a fait un pas vers moi. Je n'ai pas reculé. Vous avez détruit mon mariage. J'ai laissé échapper un rire incrédule. Moi, j'ai détruit votre mariage? Oui, vous et votre stupide attachement à cette maison. Cette maison est à moi. Cette maison aurait dû être à nous, a-t-elle craché. Ganelon est votre fils unique, votre seul héritier. Vous auriez dû tout lui laisser. Je ne lui dois rien. Jocelyne a ri. Un rire glacial. Vous ne lui devez rien? Vous êtes sa mère. Et lui est mon fils. Un fils qui m'a menacé. Un fils qui a essayé de me voler tout ce que j'ai construit. On ne vous volait rien. On vous protégeait. Me protéger en me jetant à la rue? Vous êtes vieille. Vous ne pouvez pas vivre seule dans cette immense maison. J'ai 61 ans, Jocelyne. Pas 90. Elle m'a regardé avec un mépris qui m'a coupé le souffle. Vous savez quoi? Vous êtes exactement comme toutes ces vieilles femmes égoïstes qui s'accrochent à leur argent et à leur propriété. Vous préférez mourir seule plutôt que de partager. Partager? Vous appelez ça partager? Vous vouliez tout prendre, me laisser sans rien. Vous auriez eu une chambre chez nous. Une chambre? Dans ma propre maison que vous m'auriez volée. Quelle générosité! Jocelyne a serré les poings. À cause de vous, Ganelon m'a quitté. À cause de vous, je suis en train de divorcer. À cause de vous, ma vie est ruinée. Non, Jocelyne. À cause de vous. À cause de votre cupidité, de votre manipulation, de votre incapacité à aimer quelqu'un d'autre que vous-même. Comment osez-vous? Comment j'ose? J'ose parce que j'ai passé 2 ans à vous regarder transformer mon fils en étranger, à le manipuler, à l'éloigner de tout ce qui était bon en lui. Elle a fait un autre pas vers moi. Son visage était déformé par la rage. Vous ne savez rien de nous, rien de ce que nous avions. Je sais que vous ne l'avez jamais aimé. Pas vraiment. Vous aimiez ce qu'il pouvait vous apporter. L'argent, le statut, et surtout, cette maison que vous convoitiez depuis le premier jour. C'est faux. Vraiment? Alors pourquoi la première chose que vous avez faite après votre mariage a été de me poser des questions sur la valeur de ma propriété? Sur qui en hériterait? Elle a pâli légèrement. C'était juste de la curiosité. Non, c'était de la planification. Vous aviez tout calculé depuis le début. Jocelyne a reculé d'un pas. Vous allez le regretter. Me menacer encore? Ce n'est pas une menace. C'est une promesse. Ganelon reviendra vers moi. Il se rendra compte de son erreur. Et quand ça arrivera, vous serez à nouveau seul. J'ai souri calmement. Peut-être, mais au moins, je serai libre. Libre? Elle a ri. Libre de quoi? De mourir seule dans cette grande maison vide, sans personne pour vous pleurer? Mieux vaut mourir seul avec sa dignité que vivre entouré de vautours. Son visage s'est durci encore plus. Je vais me battre. Je vais prendre la moitié de tout ce que Ganelon possède. Il va payer pour m'avoir abandonné. Allez-y, battez-vous.
Mais vous ne gagnerez rien d'autre que de l'argent. Vous ne récupérerez jamais ce que vous avez vraiment perdu. Et qu'est-ce que j'ai perdu? L'amour d'un homme qui aurait fait n'importe quoi pour vous. Si seulement vous aviez été capable de l'aimer en retour. Jocelyne m'a regardé longuement. Puis elle a tourné les talons et est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue. Ses talons claquaient sur le trottoir. Sa silhouette parfaite disparaissait au coin de la rue. Et je me suis rendu compte que je ne ressentais rien. Ni colère, ni satisfaction, ni même pitié. Juste du vide. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Deschamps pour lui raconter la visite de Jocelyne. Elle vous a menacé? Pas explicitement, mais son intention était claire. Voulez-vous porter plainte pour harcèlement? Non, je pense qu'elle a juste eu besoin de vider son sac. Elle ne reviendra pas. Vous en êtes sûr? Oui, elle a compris qu'elle ne gagnerait rien avec moi. Maintenant, elle va se concentrer sur Ganelon. Maître Deschamps a soupiré. Votre fils va avoir une bataille difficile devant lui. Je sais, mais c'est sa bataille, pas la mienne. Le lendemain, j'ai raconté à Ganelon la visite de Jocelyne. Nous étions assis dans le petit café près du Luxembourg, notre lieu habituel maintenant. Il est devenu très pâle. Elle est venue chez toi? Oui. Mon Dieu, maman, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. Si, c'est moi qui l'ai amenée dans nos vies. Tu ne pouvais pas savoir qui elle était vraiment. Il a secoué la tête. Si, j'aurais dû. Il y avait tellement de signaux, mais je ne voulais pas les voir. Ah, Ganelon, j'ai posé ma main sur la sienne. Tu ne peux pas te punir éternellement. Tu as fait des erreurs, de grosses erreurs, mais tu essaies de les réparer. Et si ce n'est pas suffisant, alors tu continueras à essayer. C'est tout ce qu'on peut faire. Il a regardé nos mains entrelacées. Tu sais ce que le thérapeute m'a dit l'autre jour? Quoi? Que je devais apprendre à me pardonner avant de pouvoir demander le pardon des autres. Il a raison. Mais comment je fais ça? Comment je me pardonne d'avoir essayé de te voler ta maison? D'avoir choisi cette femme plutôt que toi? J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Tu commences par accepter que tu as fait ces choses, pas par les justifier, pas par les minimiser, mais par les accepter. Puis tu essaies de devenir quelqu'un qui ne les referait plus jamais. Et si j'échoue, alors tu recommences. Encore et encore, jusqu'à ce que tu réussisses. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai tellement peur de te perdre à nouveau. Tu ne me perdras pas, pas tant que tu resteras honnête, avec toi-même et avec moi. Il a essuyé ses larmes du revers de la main. Elle m'a envoyé des messages, des dizaines. Elle dit qu'elle m'aime, qu'elle a fait une erreur, qu'on peut recommencer. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Rien. J'ai bloqué son numéro. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. C'était la bonne décision. Je sais, mais c'est dur, parce qu'une partie de moi se souvient de ce qu'on avait au début, quand tout semblait parfait. Mais ce n'était pas réel, Ganelon. C'était une illusion. Je sais. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Puis Ganelon a dit « Le divorce sera prononcé fin avril. Comment te sens-tu? » Soulagé et triste en même temps, parce que je réalise que j'ai gâché 3 ans de ma vie avec quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé. Ce n'est pas du temps gâché si tu en apprends quelque chose. Et qu'est-ce que j'en ai appris? Que l'amour véritable ne se mesure pas en euros, qu'il ne se construit pas sur la manipulation, et que parfois, perdre tout est le seul moyen de découvrir ce qui compte vraiment. Avril est arrivé avec ses pluies douces et ses ciels changeants. Le divorce de Ganelon a été prononcé le 23 avril. Jocelyne a obtenu une somme conséquente, pas la moitié qu'elle réclamait, mais assez pour qu'elle soit satisfaite. Ganelon m'a appelé le soir même. C'est fini. Comment te sens-tu? Libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Début mai, Ganelon m'a demandé s'il pouvait venir me voir à la maison. Pas pour longtemps. Juste, je voudrais revoir la maison, les endroits où j'ai grandi. J'ai hésité. Laisser entrer Ganelon dans ma maison, c'était franchir une ligne. Mais c'était aussi peut-être nécessaire. D'accord. Dimanche prochain. Viens déjeuner. Le dimanche, j'ai préparé son plat préféré d'enfance, un poulet rôti avec des pommes de terre. Simple, réconfortant. Quand il est arrivé, il est resté un moment sur le perron, comme s'il n'osait pas entrer. Entre, Ganelon. Il a franchi le seuil lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes en voyant le salon. Rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Nous avons déjeuné dans la salle à manger, la même table où, 6 mois plus tôt, Jocelyne m'avait menacé. Mais aujourd'hui, tout était différent. Ganelon mangeait lentement, savourant chaque bouchée. C'est aussi bon que dans mes souvenirs. Je suis contente. Après le repas, il m'a demandé « Est-ce que je peux monter dans ma chambre ?» « Bien sûr.
Je l'ai suivi dans l'escalier. Sa chambre était restée exactement comme elle était quand il avait 18 ans. Les posters de ses groupes préférés, les livres sur les étagères, le lit étroit. Ganelon s'est assis sur le lit et a regardé autour de lui. J'avais oublié à quel point j'étais heureux ici. Tu l'étais? Oui. Avant que papa ne commence à me pousser. Avant que je ne commence à penser que je devais être quelqu'un d'autre. Il a pris un vieux livre sur l'étagère, un livre de contes que je lui lisais le soir. Tu te souviens quand tu me lisais ces histoires? Oui. Chaque soir avant de dormir. Tu étais toujours là, maman. Toujours. Il a posé le livre et m'a regardé. Je suis désolée. Je sais. Non. Je veux dire, vraiment désolée. Pour tout. Pour t'avoir fait du mal. Pour avoir essayé de te voler ta maison. Pour avoir choisi Jocelyne. Pour avoir été un fils indigne. Ganelon, s'il te plaît, laisse-moi finir. Il s'est levé et s'est tenu devant moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu changes ton testament. Je ne m'attends à rien. Mais je veux que tu saches que je vais passer le reste de ma vie à essayer de devenir l'homme que tu aurais voulu que je sois. L'homme que j'aurais dû être depuis le début. Les larmes coulaient sur mes joues. Ganelon, tu n'as pas besoin d'être l'homme que je veux que tu sois. Tu dois juste être toi-même, ton vrai toi. Je ne sais pas encore qui c'est, alors découvre-le. Il m'a serré dans ses bras, pour la première fois depuis des années, vraiment serré. Et j'ai pleuré dans ses bras comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Édouard. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon fils. Ces mots que je n'avais pas prononcés depuis si longtemps. Mon fils, pas Ganelon. Mon fils. Nous sommes restés là, enlacés, pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il s'est écarté doucement. Merci, pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir laissé une chance. Oh, et c'est ce que font les mères. Non, beaucoup de mères auraient renoncé. Tu aurais eu tous les droits de le faire, mais tu ne l'as pas fait, parce que tu es mon fils, et qu'on ne renonce jamais vraiment à ses enfants, même quand ils nous brisent le cœur. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise dans le salon. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus un silence pesant, c'était un silence paisible. J'ai repensé à ce soir d'octobre, il y a 6 mois, quand Jocelyne m'avait dit « Où tu signes ça? Où tu dors dans la rue ?» Quand Ganelon m'avait regardé partir sans rien dire, quand j'avais cru que tout était perdu. Et maintenant, je n'avais pas récupéré exactement ce que j'avais perdu, mais j'avais peut-être gagné quelque chose de mieux, une nouvelle relation avec mon fils, construite sur la vérité, sur l'honnêteté, sur le pardon lent et douloureux, mais réel, enfin réel. Juin est arrivé avec sa lumière dorée. Paris était magnifique, les terrasses débordèrent de vie, les jardins explosèrent de couleurs, et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Ganelon et moi nous voyions maintenant 3 fois par semaine, parfois pour déjeuner, parfois juste pour marcher dans le parc. Nous apprenions à nous connaître à nouveau, pas comme mère et fils qu'on avait été, mais comme 2 adultes qui construisèrent quelque chose de nouveau. Un mardi matin de juin, Maître Deschamps m'a appelé. « Aymard, j'ai une information qui pourrait vous intéresser. »« Laquelle ?»« Jocelyne a quitté Paris. Elle est partie vivre à Monaco. Apparemment, elle a rencontré quelqu'un. Un homme d'affaires fortuné. » J'ai laissé échapper un rire. « Bien sûr, elle ne vous ennuiera plus. C'est une bonne nouvelle. » Mais en raccrochant, je n'ai ressenti ni joie ni soulagement. Juste de l'indifférence. Jocelyne appartenait au passé. Fin juin, Ganelon m'a annoncé qu'il avait pris une décision importante. Je quitte la finance. J'ai écarquillé les yeux. Vraiment? Oui. J'ai réalisé que je n'ai jamais aimé ce travail. Je l'ai fait pour papa, pour prouver que j'étais quelqu'un. Mais maintenant, je veux faire quelque chose qui a du sens. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il a souri. Un vrai sourire. Le premier que je voyais depuis des années. Je vais reprendre des études. En psychologie. Je veux devenir thérapeute. Aider des gens comme moi, des gens perdus. Je l'ai regardé, ému. Je suis fière de toi. Vraiment? Vraiment. Ce sera long, 5 ans d'études, et je gagnerai beaucoup moins. L'argent n'est pas tout, Ganelon. Il a ri. Ça m'a pris 35 ans pour comprendre ça. Juillet est arrivé. Pour mon 62e anniversaire, Ganelon m'a emmené déjeuner dans un restaurant élégant près de la Tour Eiffel. Il m'a offert un cadeau. Un cadre photo ancien en argent. Pour que tu puisses y mettre la photo que tu veux, d'Édouard, de nous ou de n'importe qui. Merci mon fils. Nous avons parlé de tout, de ses projets, de mes projets. Et toi, maman, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Vivre, simplement vivre. Fin juillet, quelque chose d'inattendu s'est produit.
Ganelon m'a demandé si je voulais bien l'accompagner au cimetière, pour aller voir papa. Nous n'y étions pas retournés ensemble depuis l'enterrement, il y a plus de 5 ans. Devant la tombe d'Édouard, Ganelon s'est agenouillé. « Salut, papa !» Sa voix tremblait. « Je suis désolé. Désolé de t'avoir déçu, de ne pas être devenu l'homme que tu voulais. » Il a posé sa main sur la pierre froide, mais j'ai réalisé quelque chose. J'ai passé ma vie à essayer d'être toi, ou plutôt, l'idée que je me faisais de toi. Et dans ce processus, j'ai perdu maman. Je me suis perdu moi-même. Des larmes coulaient sur ses joues. Alors maintenant, je vais faire différemment. Je vais essayer d'être moi. Pas toi, pas l'homme que Jocelyne voulait. Juste, moi. Il s'est relevé et m'a regardé. « Tu veux dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête. Je me suis approchée de la tombe. « Édouard, tu me manques, chaque jour. Mais je ne suis plus la femme brisée que tu as laissée derrière toi. J'ai appris à être forte, à me protéger et à protéger notre fils. Jocelyne a bien failli nous détruire tous les deux, mais elle n'a pas gagné, parce que Ganelon a trouvé le courage de changer. Et moi, j'ai trouvé le courage de ne pas céder. J'ai posé ma main sur la pierre à côté de celle de Ganelon. Repose en paix, mon amour. Nous sommes partis main dans la main, mère et fils, ensemble. Août est passé dans une douceur paisible. Début septembre, alors que les feuilles commençaient à jaunir, Ganelon m'a fait une proposition inattendue. « Maman, est-ce que tu accepterais de dîner à la maison ?» Ma nouvelle maison. Il avait déménagé dans un petit appartement du 11e arrondissement. Modeste, simple, avec plaisir. Son appartement était lumineux, bien rangé, avec des livres partout. « C'est petit, mais c'est à moi », a-t-il dit avec fierté. Il avait cuisiné lui-même, un bœuf bourguignon, comme je le faisais autrefois. C'est délicieux. Je suis content que ça te plaise. Après le dîner, il m'a montré ses livres de psychologie. Je commence mes cours en octobre. Je suis nerveux mais excité. Tu vas être excellent. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que tu as vécu, tu as souffert et tu as appris. En partant ce soir-là, il m'a serré fort. Merci maman, pour tout, pour ne jamais avoir vraiment renoncé. Je suis ta mère, c'est mon rôle. Non, tu aurais pu, tu en avais tous les droits. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça a tout changé. Octobre est arrivé. 1 an exactement depuis ce soir terrible où tout avait basculé. 1 an depuis que Jocelyne m'avait dit « ou tu signes ça, ou tu dors dans la rue ». 1 an depuis que j'avais pris ma valise et que j'étais partie dans la nuit. Je me suis assise dans mon salon, regardant les photos sur la cheminée. Édouard et moi, jeunes et amoureux. Ganelon enfant, riant aux éclats. Et maintenant, une nouvelle photo. Prise il y a quelques semaines. Ganelon et moi, devant le Luxembourg, souriant, ensemble. Mon téléphone a sonné. « Maman, c'est Ganelon. Bonjour, mon fils. Je voulais juste te dire quelque chose. »« Quoi ? Merci. Merci d'être revenu. Cette nuit-là, quand tu es parti, j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Mais tu es revenu. Pas pour me sauver, pour te sauver toi. Et en te sauvant, tu m'as sauvé aussi. J'ai fermé les yeux, ému. Ganelon, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Pas complètement, pas encore. Mais je veux que tu saches que chaque jour, j'essaie de devenir quelqu'un qui le méritera. Tu y arrives. Vraiment ? Oui, vraiment. Nous avons parlé encore quelques minutes, puis nous avons raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil d'automne illuminait les arbres du 16e arrondissement. Ma maison, ma vie, ma liberté, tout était encore là, parce que j'avais eu le courage de dire non. Ce soir-là, alors que je préparais mon dîner, j'ai repensé à cette terrible nuit d'octobre, quand j'avais marché dans Paris, seule, brisée, ne sachant pas où aller, quand j'avais appelé Maître Deschamps à 22h30, quand j'avais décidé de me battre. Si je n'avais pas fait ce choix, si j'avais signé cette procuration, si j'avais cédé par peur de perdre mon fils, aujourd'hui, je n'aurais plus rien, ni maison, ni dignité, ni respect de moi-même. Et Ganelon, il serait toujours prisonnier de Jocelyne, prisonnier de sa cupidité, de son ambition vide. Mais j'avais refusé. Et ce refus avait tout changé. Pas immédiatement, pas facilement, mais lentement, douloureusement, il avait ouvert un chemin vers la vérité, un chemin vers la liberté. Pour nous deux, j'ai levé mon verre de vin. À toi, Aymarde, ai-je murmuré, pour avoir eu le courage. Et j'ai bu, seul dans ma maison, mais libre, enfin libre. Novembre est arrivé avec ses pluies froides. 1 an et 1 mois depuis cette nuit terrible. La vie avait repris son cours, mais pas comme avant, mieux qu'avant. Un matin, en achetant le journal, je suis tombée sur un article. Jocelyne Mercier, anciennement Rochegarde,
Arrêté à Monaco pour escroquerie. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu l'article en entier. Jocelyne avait escroqué son nouveau compagnon, un homme d'affaires de 65 ans. Elle lui avait fait signer une procuration pour gérer ses biens, exactement comme elle avait essayé avec moi. Mais cette fois, l'homme avait porté plainte. Elle risquait plusieurs années de prison. J'ai appelé Ganelon immédiatement. « Tu as vu ? » ?»« Oui, j'ai reçu un appel d'un inspecteur ce matin. Il voulait savoir si elle avait essayé la même chose avec moi. »« Et qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« La vérité. Que oui, qu'elle avait essayé de te faire signer une procuration, que tu avais refusé, que c'est pour ça qu'on s'était séparés. Comment te sens-tu ? » Il a soupiré, soulagé, parce que maintenant tout le monde voit qui elle est vraiment. Et triste aussi, parce que j'ai gâché 3 ans avec cette femme. Tu n'as pas gâché 3 ans. Tu as appris. Oui, j'ai appris, de la manière la plus dure possible. Une semaine plus tard, un inspecteur est venu me voir. Il voulait mon témoignage, les enregistrements de cette nuit-là. Vous pourriez porter plainte, Madame Rochegarde, pour tentative d'escroquerie. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai gagné. J'ai ma maison, ma dignité, mon fils. Je n'ai pas besoin de vengeance. L'inspecteur m'a regardé avec respect. Vous êtes une femme remarquable. Non. Juste une femme qui a appris à se protéger. Décembre est arrivé à nouveau. 1 an et 2 mois. Ganelon avait commencé ses études. Il était heureux. Vraiment heureux. Je me lève chaque matin avec l'envie d'apprendre. C'est nouveau pour moi. C'est merveilleux. Pour Noël, il m'a demandé « Est-ce que je peux venir réveillonner avec toi ?»« Bien sûr. » Et « Est-ce que je peux dormir dans mon ancienne chambre, comme avant ?» Mon cœur s'est serré. Oui, le soir du réveillon, nous avons cuisiné ensemble. Ganelon épluchait les légumes. Je préparais la dinde. Nous riions, nous parlions, comme une famille normale. Peut-être même mieux qu'une famille normale, parce que nous savions à quel point c'était précieux. Après le dîner, nous nous sommes assis près de la cheminée. « Maman, est-ce que tu te souviens de ce que Jocelyne t'a dit ? Elle a dit beaucoup de choses, que tu mourrais seule, oubliée de tous. Oui, je m'en souviens. Elle avait tort. Je ne te laisserai jamais seule, maman. Plus jamais. J'ai pris sa main. Je sais. Et un jour peut-être que je rencontrerai quelqu'un de bien, quelqu'un qui t'aimera aussi. J'aimerais ça. Mais cette fois, je saurai reconnaître la différence entre l'amour et la manipulation. Oui, tu sauras. Cette nuit-là, Ganelon a dormi dans son ancienne chambre, et moi, dans la mienne. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans peur, juste, en paix. Janvier est arrivé. Nouvelle année, nouveau départ. Ganelon m'a annoncé quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur a bondi. Vraiment ? Oui. Elle s'appelle Claire. Elle est professeure, en littérature. Comment est-elle ? Douce, intelligente, simple. Il a souri. L'opposé de Jocelyne. Elle sait, pour ce qui s'est passé ? Oui. Je lui ai tout raconté. Dès le début. Je ne veux plus de secrets. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'elle était contente que j'ai appris, que les erreurs sont des leçons. Elle a l'air sage. Elle l'est. Et maman ? Oui, elle aimerait te rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Claire était exactement comme Ganelon l'avait décrite. Simple, naturelle, chaleureuse. Elle m'a parlé de son travail, de sa passion pour la littérature du 19e siècle. Pas un mot sur l'argent, sur la maison, sur l'héritage. Juste une conversation normale. En partant, elle m'a serré la main. Je suis heureuse de vous avoir rencontré, Madame Rochegarde. Ganelon vous aime beaucoup. Appelez-moi Aymarde. Avec plaisir. Elle a souri. Un sourire sincère. Et j'ai su que cette fois, Ganelon avait trouvé la bonne personne. Février a apporté des nouvelles de Monaco. Jocelyne avait été condamnée à 3 ans de prison, 2 avec sursis. Elle purgerait 1 an, puis serait expulsée vers la France. Elle va payer, a dit Ganelon quand il l'a appris. Oui, mais pas à cause de nous, à cause de ce qu'elle est. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Mars est arrivé. 18 mois depuis cette nuit terrible. Un après-midi, Ganelon est venu me voir. « Maman, j'ai quelque chose à te demander. »« Quoi ? Claire et moi, on va se marier. » Mon cœur a bondi. « Vraiment ? » ?»« Oui. Et j'aimerais que tu sois là. Pas juste là, mais impliquée, comme une vraie mère. » Les larmes me sont montées aux yeux. Bien sûr que je serai là. « Et maman, on ne veut pas un grand mariage, juste nos proches, dans un petit restaurant, quelque chose de simple, de vrai. C'est parfait. Et on ne te demandera pas d'argent. On paiera tout nous-mêmes. » J'ai ri à travers mes larmes. Je sais. Le mariage a eu lieu en mai, dans un petit restaurant près de Montmartre. Claire portait une robe simple et élégante. Ganelon,
un costume discret. Il rayonnait, mais pas de cette lumière artificielle que j'avais vue lors de son premier mariage, d'une lumière vraie, douce, authentique. Pendant la cérémonie, Ganelon a lu ses vœux. Claire, tu m'as appris que l'amour n'est pas une conquête, c'est un partage. Tu m'as appris que la simplicité est plus belle que le luxe. Et tu m'as appris que je peux être aimée pour qui je suis vraiment. Claire a pleuré, moi aussi. Et quand ils se sont embrassés, j'ai senti quelque chose se refermer définitivement. Un chapitre était terminé. Un nouveau commençait. À la fin de la soirée, Ganelon est venu me voir. Merci, maman. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir laissé me perdre complètement. Pour avoir été assez forte pour résister. Si tu avais cédé cette nuit-là, il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Ganelon, est-ce que tu te souviens de ce que Jocelyne m'a dit? Que je mourrais seule? Oui, elle avait tort, complètement tort. J'ai regardé autour de moi. Marguerite était là, Claire, quelques amis proches. Je ne suis pas seule, et je ne le serai jamais, parce que j'ai appris quelque chose. Quoi? Qu'on est vraiment seul que quand on perd sa dignité. Le reste, on peut le reconstruire. 2 ans ont passé depuis cette nuit d'octobre. 2 ans depuis que Jocelyne m'a dit « ou tu signes ça, ou tu dors dans la rue ». 2 ans depuis que j'ai pris ma valise et que je suis partie. 2 ans depuis que je suis revenue avec Maître Deschamps et l'huissier. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et je suis en paix. Ganelon et Claire habitent maintenant un petit appartement près du parc Montsouris. Ils m'invitent à dîner chaque dimanche. Parfois, je cuisine pour eux dans ma maison. Nous sommes une famille, une vraie famille. Pas parfaite, mais vraie. Il y a 3 semaines, Claire m'a annoncé quelque chose. Aymarde, je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Vraiment? Oui, 3 mois. C'est encore tôt, mais on voulait que vous soyez la première à savoir. J'ai pleuré de joie. Un petit enfant. Enfin. Comment va Ganelon? Ai-je demandé. Il est fou de joie, et terrifié en même temps. Pourquoi terrifié? Il a peur de répéter les erreurs de son père, de pousser notre enfant à être quelqu'un qu'il n'est pas. Il n'est plus cet homme-là. Je sais, et je le lui dis chaque jour. La semaine dernière, Ganelon est venu me voir seul. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. Quoi? Avec le bébé qui arrive, j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à l'argent, à tout ça. Mon cœur s'est serré. Ganelon? Non, laisse-moi finir. Je ne te demande rien. Vraiment. Ton testament est juste. Marguerite mérite tout ce que tu lui laisseras. Mais je voulais que tu saches quelque chose. Quoi? Que j'ai enfin compris ce que papa n'a jamais compris. Quoi donc? Qu'un héritage, ce n'est pas une maison ou de l'argent. C'est ce qu'on transmet. Les valeurs, le courage, la dignité. Il a pris ma main. Et ça, maman, tu me l'as donné, en refusant de céder, en me forçant à choisir, en me laissant tomber pour que j'apprenne à me relever. C'est ça, ton vrai héritage, et c'est le seul dont j'ai besoin. J'ai pleuré. Ganelon, je veux transmettre ça à mon enfant. Cette force, cette intégrité. Pas des euros, pas une propriété. Juste ça. Tu seras un père merveilleux. J'espère, avec ton aide. Hier, j'ai reçu une lettre de Jocelyne, postée de la prison où elle purge sa peine. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir, puis je l'ai fait. Madame Rochegarde, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous devriez. Je ne vous écris pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas. Je vous écris parce que, assise dans cette cellule, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et j'ai réalisé quelque chose. Vous aviez raison. J'ai passé ma vie à courir après l'argent, le pouvoir, le statut. Je pensais que c'était ça, le bonheur. Mais j'avais tout faux. Aujourd'hui, je n'ai rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de mari, personne. Et vous, vous avez tout, parce que vous avez gardé votre dignité. Je ne vous demande rien, juste de savoir que vous aviez raison. Jocelyne, j'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui répondrai pas, parce que je n'ai rien à lui dire. Elle a ses leçons à apprendre, comme nous tous. Ce matin, je me suis promenée dans ma maison. Cette maison que j'ai achetée il y a 34 ans. Cette maison que j'ai failli perdre. Cette maison qui est toujours à moi. J'ai touché les murs, les meubles, les cadres photos. Chaque objet raconte une histoire de travail, de sacrifice, d'amour, mais surtout une histoire de courage, le courage de dire non, le courage de partir, le courage de revenir, le courage de pardonner, lentement, douloureusement. Dans quelques mois, un bébé naîtra, mon petit enfant. Il ou elle grandira en sachant une chose, que sa grand-mère a été forte quand il le fallait, qu'elle n'a pas cédé à la peur,
qu'elle a choisi la dignité plutôt que la facilité. Et peut-être qu'un jour, quand cet enfant sera grand, Ganelon lui racontera cette histoire, pas pour me glorifier, mais pour lui enseigner quelque chose d'important. Qu'on ne doit jamais laisser personne nous voler ce qui nous appartient, pas notre maison, pas notre argent, et surtout pas notre dignité. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, je regarde par la fenêtre. Les arbres du 16e arrondissement sont verts et pleins de vie. Paris est belle, ma vie est belle, pas parfaite, pas simple, mais mienne, enfin, complètement mienne. Si je pouvais retourner en arrière, à cette nuit terrible d'octobre, si je pouvais me parler à moi-même, tremblante et brisée sur ce banc près de la Seine, je me dirais ceci. Tiens bon, aie confiance. Ce que tu traverses maintenant, ça te rendra plus forte. La douleur passera, mais la dignité que tu gardes, elle restera. Et un jour, dans 2 ans, tu seras assise dans ton salon, en paix, sachant que tu as fait le bon choix. Parce que c'est exactement là où je suis aujourd'hui. En paix, avec mon fils qui a enfin trouvé son chemin, avec une belle fille qui m'aime vraiment, avec un petit enfant qui arrive, et avec moi-même. Jocelyne m'avait dit que je mourrais seule. Elle avait tort. Je ne mourrais pas seule. Je mourrais entourée de ceux qui m'aiment vraiment, et je mourrais dans ma maison. Cette maison que personne ne m'a volée, parce que j'ai eu le courage de me battre. La vie est étrange. Parfois, perdre quelque chose, même quelqu'un qu'on aime, est le seul moyen de se retrouver soi-même. J'ai failli perdre mon fils, mais en le perdant temporairement, je l'ai aidé à se trouver lui-même. Et moi, dans ce processus, je me suis retrouvée aussi. Alors voilà mon message à vous qui m'écoutez. Si quelqu'un essaie de vous voler ce qui vous appartient, votre maison, votre dignité, votre liberté, ne cédez pas, même si c'est votre propre famille, même si vous avez peur de rester seul. Parce que la vraie solitude, ce n'est pas d'être physiquement seul, c'est de perdre qui on est. Et si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, ne serait-ce qu'une personne à trouver le courage de dire non, alors tout cela aura eu un sens. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de doute, tout aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.